Le sang d'Élise se fige lorsque elle est talon noir, réputée indomptable. La fixe avec la même intensité que jadis la défunte fille du riche propriétaire. Dans les yeux sauvages de Tonnerre, elle reconnaît un appel silencieux que personne d'autre ne peut entendre. Le soleil de juin baignait la campagne normande d'une lumière dorée qui faisait briller les vastes prairies verdoyantes du domaine des Beaumont. L'imposante demeure de pierre, autrefois modeste, ferme, transformée au fil des générations en véritable manoir, dominait la vallée de Saint-Laurent-sur-Mer. Dans la cour principale, un attroupement inhabituel s'était formé ce matin-là. Des fermiers, des éleveurs et de simples curieux venus des villages environnants se pressaient autour d'un enclos circulaire où S élevait un nuage de poussière. Au centre de cette arène improvisée, un magnifique étalon noir comme la nuit se cabrait, ses sabots fendant l'air avec une fureur sauvage. Sa crinière d'aie ébène fouettait l'espace, tandis que ses yeux, brillants de rage, semblaient lancer des éclairs. Un jeune homme, projeté dans la poussière pour la 3e fois, se relevait péniblement sous les rires et les quolibets des spectateurs. « Et voilà, messieurs !»« Encore un prétendant qui mord la poussière !» s'exclama une voix puissante qui dominait le tumulte. Adrien Beaumont, 58 ans, propriétaire du domaine et de l'étalon indomptable, se tenait droit comme un i malgré son âge, ses cheveux poivre et sel coiffés en arrière, son visage buriné par les années passées au grand air, arborant un sourire satisfait. Vêtu d'une chemise impeccable et d'un gilet brodé qui contrastait avec les tenues modestes des paysans alentours, il incarnait l'autorité et la richesse. « C'est impossible, monsieur Beaumont !» marmonna le jeune homme en époussetant ses vêtements. « Cette bête est possédée. Pas possédée, mon garçon, simplement supérieure, » corrigea Adrien en caressant sa moustache soigneusement taillée, comme son propriétaire. Un murmure parcourut l'assemblée. Tous connaissaient l'arrogance d'Adrien Beaumont, mais aussi sa générosité calculée. Chaque mois, il organisait ce même spectacle. Quiconque parviendrait à monter Tonnerre, son étalon noir, pendant plus de 10 secondes, repartirait avec une somme qui représentait pour beaucoup 6 mois de salaire. « Qui sera le prochain ?» lança-t-il en sortant une liasse de billets de la poche intérieure de son gilet. 1000 € pour 10 petites secondes sur le dos de mon Tonnerre. Les hommes se regardaient, hésitants. Certains avaient déjà tenté leur chance par le passé et gardaient le souvenir cuisant de côtes fêlées ou d'une épaule démise. D'autres, nouveaux venus, calculaient mentalement ce que représentait une telle somme. « Allons, messieurs, n'y a-t-il donc personne d'assez courageux ou d'assez fou ?» insista Adrien, son sourire se élargissant. Un homme trapu aux avant-bras musculeux s'avança. « Je vais essayer, monsieur Beaumont. »« Ah, voilà un homme. Messieurs, Marcel Dupuis, si je ne m'abuse, le forgeron de Sainte-Mère-Église. »« Lui-même, » confirma Marcel en ôtant sa casquette. « Parfait, entrez donc dans l'arène, mon brave. Et n'oubliez pas, 10 secondes, pas une de moins. » Le forgeron entra dans l'enclos, approchant prudemment de l'étalon qui s'était momentanément calmé, observant le nouveau venu avec méfiance. Des murmures de soutien s'élevèrent parmi les spectateurs. Marcel était connu pour sa force et son habileté avec les chevaux. Si quelqu'un pouvait réussir ce défi, était bien lui. D'un geste souple pour un homme de sa corpulence, le forgeron bondit sur le dos de Tonnerre. L'étalon resta immobile une fraction de seconde, comme surpris, avant d'exploser littéralement. Son corps puissant se détendit comme un ressort, ses pattes arrière quittant le sol, tandis qu'il se cabrait à la verticale. 1, 2, commença à compter Adrien, imperturbable. Marcel s'accrochait, ses mains agrippées à la crinière noire, ses jambes serrées contre les flancs de l'animal. Son visage exprimait une détermination farouche. 3, 4. Tonnerre se mit à tourner sur lui-même, puis bondit vers l'avant avant de s'arrêter brutalement. La tactique était efficace. Le forgeron, emporté par l'élan, fut projeté par-dessus l'encolure de l'étalon et atterrit lourdement dans la poussière.
4 secondes et demie, annonça Adrien en rangeant ses billets. Un bel effort, mais insuffisant. Marcel se releva, secouant la tête pour reprendre ses esprits. Cette bête n'est pas normale, marmonna-t-il en quittant l'enclos. Il n'a rien de surnaturel, mon cher, répliqua Adrien. Il est simplement exceptionnel, comme tous les Beaumont. Cette remarque déclencha quelques regards agacés parmi les spectateurs. L'arrogance des Beaumont était légendaire dans la région, presque autant que leur richesse. Adrien avait hérité non seulement des terres et de la fortune familiale, mais aussi de cette conviction inébranlable de supériorité. À l'écart de la foule, une silhouette observait la scène avec une attention particulière. Élise Mercier, 22 ans, se tenait sous l'ombre d'un pommier, son visage partiellement dissimulé par un chapeau de paille élimé. Ses yeux verts, d'une intensité rare, ne quittaient pas l'étalon noir. Contrairement aux autres spectateurs qui regardaient le spectacle avec un mélange d'amusement et d'indignation, Élise observait chaque mouvement de Tonnerre, chaque réaction, chaque tic nerveux de ses oreilles. Pour qui savait regarder, les chevaux étaient des livres ouverts, et Élise avait passé sa vie entière à apprendre leur langage. « Il va recommencer », murmura-t-elle à l'intention du vieil homme qui se tenait à ses côtés. « Quoi donc, ma petite ?» demanda son père. Henri Mercier, éleveur modeste dont les terres jouxtaient le domaine des Beaumont. Le mouvement de recul suivi du demi-tour, c'est son schéma préféré. Il l'utilise quand il sent que le cavalier commence à trouver son équilibre. Henri regarda sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Oda l'observe depuis des semaines, n'est-ce pas ?» Élise ne répondit pas, mais son léger sourire était une confirmation suffisante. « Élise, » reprit son père d'une voix basse, « je sais ce que tu penses, mais c'est de la folie. Ce cheval a envoyé des hommes 2 fois plus costauds que toi à l'hôpital. Ce n'est pas une question de force, papa, répondit-elle, sans quitter elle étalon des yeux. C'est une question de compréhension. Dans l'arène, un nouveau volontaire venait de mordre la poussière après à peine 3 secondes sur le dos de Tonnerre. Les rires d'Adrien Beaumont résonnèrent, mêlés de commentaires condescendants sur le manque de talent des paysans locaux. Si seulement l'un de vous avait une once du talent équestre des Beaumont, lança-t-il à la cantonade. Mais je suppose que c'est comme tout le reste, on est avec ou on est sans. Cette remarque fut la goutte d'eau. Henri vit le visage de sa fille se durcir imperceptiblement. Il connaissait cette expression, celle que sa défunte épouse arborait lorsqu'une injustice la révoltait. « Élise, ne fais pas ça », chuchota-t-il, mais cesser était déjà trop tard. La jeune femme S était avancée, traversant la foule qui s'écartait sur son passage, intriguée par cette silhouette menue qui marchait d'un pas si déterminé. Quand elle atteignit le bord de l'enclos, un silence curieux s'installa. « Je veux essayer », déclara-t-elle d'une voix claire qui porta malgré sa douceur. Adrien Beaumont, surpris, dévisagea la jeune femme. Pendant un instant, une ombre passa sur son visage, comme un souvenir douloureux, fugace mais intense. Puis, son masque d'arrogance revint, accompagné d'un sourire condescendant. « Ma chère enfant », dit-il en secouant la tête, « ce n'est pas un jeu pour les jeunes filles. Tonnerre a mis à terre des hommes qui domptent des chevaux depuis plus longtemps que vous n'êtes en vie. » Un murmure d'incrédulité parcourut la foule, suivi de quelques rires moqueurs. Une femme, qui plus est une jeune fille à peine sortie de l'adolescence, voulait tenter de dompter Tonnerre. L'idée semblait si absurde que certains cherchèrent du regard la caméra cachée, persuadés d'être victimes d'une plaisanterie. « Mademoiselle, » reprit Adrien en adoptant un ton paternaliste, « je comprends que la somme soit tentante, mais je ne peux en conscience vous laisser risquer votre joli coup pour satisfaire un caprice. »« Ce n'est pas un caprice, monsieur Beaumont, » répondit Élise sans se départir de son calme. « Et ce n'est pas non plus pour l'argent. » Cette réponse parut déstabiliser momentanément Adrien. Il était habitué aux bravades des jeunes hommes avides de prouver leur valeur, ou à la convoitise de ceux qui voyaient dans son pari une chance de gagner facilement de l'argent.
mais cette jeune femme aux yeux verts qui le fixait sans ciller semblait animée par autre chose. « Ah non, et pourquoi donc alors, ma petite ? Parce que vous vous trompez, dit-elle simplement. Vous pensez que c'est une question de naissance, de sang. Que seul un Beaumont peut comprendre un animal comme celui-ci, je veux vous prouver le contraire. » Un « ou » collectif S éleva de la foule. Jamais personne n'avait osé défier si directement l'orgueil d'Adrien Beaumont. Les yeux du vieil homme se plissèrent, et pendant un instant, ceux qui le connaissaient bien purent y lire une colère froide. Puis, contre toute attente, il éclata de rire. « Bien, voilà qui est rafraîchissant. »« Une idéaliste !» s'exclama-t-il en frappant dans ses mains. « Et comment vous appelez-vous, jeune révolutionnaire ?»« Élise Mercier. »« Mercier. La fille d'Henri, elle éleveur ?» Adrien hocha la tête, comprenant soudain. « Ah, je vois. Henri et ses théories sur l'éducation des chevaux par la douceur, j'aurais dû m'en douter. » Henri S. était rapproché, le visage tendu par l'inquiétude. « Élise, viens, nous rentrons, » dit-il en posant une main sur l'épaule de sa fille. « Non, papa. » Elle se dégagea doucement, mais fermement. « Je dois le faire. » Adrien Beaumont les observait, visiblement amusé par ce petit drame familial. « Laissez-la donc, Henri. Votre fille est majeure, il me semble. Elle a le droit de se couvrir de ridicule si ça lui chante. » Il se tourna vers Élise. « Mais sachez, mademoiselle, que je ne fais pas de rabais sur les frais médicaux si ça tourne mal. » Élise ne répondit pas. Elle ôta son chapeau de paille qu'elle tendit à son père, puis défit la tresse qui retenait ses longs cheveux châtains. Dans l'enclos, Tonnerre observait cette nouvelle venue avec une méfiance teintée de curiosité. Ses oreilles, habituellement couchées en arrière lorsqu'un nouveau cavalier approchait, pointaient maintenant vers l'avant. « Regardez ça !» murmura quelqu'un dans la foule. Le démon s'intéresse à elle. « C'est un piège !» répondit un autre. « Il fait toujours ça avant de devenir fou furieux. » Élise franchit la barrière de l'enclos d'un mouvement souple. Contrairement au candidat précédent qui, était précipité vers les étalons pour profiter d'un moment de calme apparent, elle s'arrêta à quelques mètres et attendit. Ses yeux verts ne quittaient pas ceux de Tonnerre. Un silence étrange, était installé. Même Adrien Beaumont, d'ordinaire prompt à commenter chaque tentative avec une remarque sarcastique, observait la scène avec une attention inhabituelle. Lentement, presque imperceptiblement, Élise avança d'un pas, puis d'un autre. Tonnerre restait immobile, les oreilles toujours dressées. Quand elle fut à portée de main, elle tendit le bras, paume vers le haut, et attendit. « Qu'est-ce qu'elle fabrique ?» chuchota quelqu'un. « Qu'elle monte dessus avant qu'il ne change d'humeur. » Mais Élise savait ce qu'elle faisait. Pendant les semaines qu'elle avait passées à observer secrètement Tonnerre, elle avait remarqué que chaque cavalier commettait la même erreur. Ils imposaient leur présence, leur volonté. Pour eux, monter l'étalon était une conquête, un combat de volonté. Et Tonnerre, créature fière s'il en était, répondait à cette agression par une violence égale. À la surprise générale, elle étalon tendit son museau et renifla la main des Élise. Un contact bref mais significatif. La jeune femme sourit légèrement, puis se déplaça sur le côté de l'animal, toujours avec cette même lenteur délibérée. « Bien », murmura-t-elle si bas que seul le cheval pouvait l'entendre. « Tu vois, je ne suis pas comme eux. » Elle posa une main sur le flanc de Tonnerre, sentant sous ses doigts le frémissement des muscles puissants. Elle, étalon, tourna la tête pour la regarder, mais ne fit aucun mouvement pour s'écarter ou l'attaquer. Dans les gradins improvisés, personne n'osait respirer trop fort. Même Adrien Beaumont était redressé, son expression passant de l'amusement condescendant à une curiosité non dissimulée. D'un geste fluide, Élise posa ses mains sur le dos de Tonnerre, puis, prenant appui, se hissa sur l'étalon. Il n'y avait ni selle ni bride, juste la jeune femme et l'animal. Pendant une seconde qui sembla s'étirer à l'infini, rien ne se passa.
Tonnerre restait parfaitement immobile, comme s'il essayait de comprendre cette nouvelle sensation. Un cavalier qui ne cherchait pas à le dominer par la force. Commença à compter Adrien, rompant le silence presque religieux qui s'était installé. C'est à ce moment que Tonnerre décida de passer à l'action. D'un coup, il se cabra ses pattes avant quittant le sol avec une puissance terrifiante. Élise, prise par surprise malgré sa préparation, s'accrocha à la crinière noire. Elle, étalon, retomba lourdement sur ses antérieurs, puis se mit immédiatement à ruer, envoyant ses pattes arrière vers le ciel dans une tentative évidente de désarçonner son cavalier. 3. Élise serrait les genoux contre les flancs de Tonnerre, son corps suivant les mouvements violents de l'animal avec une souplesse née de l'habitude. Ses longs cheveux détachés volaient autour de son visage, lui donnant l'apparence d'une créature sauvage elle-même. 4. Sentant que ses tactiques habituelles ne fonctionnaient pas, Tonnerre changea de stratégie. Il se mit à tourner sur lui-même à une vitesse vertigineuse, créant une force centrifuge qui aurait dû arracher Élise de son dos. Pourtant, elle tenait bon. 5, 6. La foule commençait à s'animer. Des cris d'encouragement fusaient ici et là. Le forgeron, Marcel, qui avait échoué plus tôt, serrait les poings comme s'il pouvait transmettre sa force à la jeune femme. 7. Tonnerre s'arrêta brutalement, puis bondit en avant comme un ressort. C'était sa tactique la plus efficace, celle qui avait fait chuter même les cavaliers les plus tenaces. Élise sentit son corps être projeté vers l'avant, et pendant un instant terrible, elle crut qu'elle allait voler par-dessus l'encolure de ses talons. 8. Par un effort désespéré, elle parvint à se redresser, agrippant la crinière de Tonnerre et pressant ses jambes contre ses flancs. Elle, étalon, hennit de frustration, puis se cabra à nouveau, presque à la verticale. 9. Élise sentait ses forces diminuer. Chaque mouvement de Tonnerre était comme un coup de marteau sur ses muscles déjà endoloris. Sa vision se brouillait à cause de la poussière soulevée par les sabots de l'animal. Dix, le cri d'Adrien Beaumont coïncida avec une dernière ruade de Tonnerre. Cette fois, Élise ne put maintenir sa position. Elle fut projetée dans les airs et atterrit durement dans la poussière de l'arène. Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Henri se précipita vers sa fille, la peur se lisant sur son visage, mais avant qu'il n'atteigne la barrière, Élise se releva lentement, épousseta ses vêtements et leva les yeux vers Adrien Beaumont. « 10 secondes, dit-elle simplement. J'ai gagné. » Adrien la fixait, son visage un masque indéchiffrable. Puis, lentement, un sourire se dessina sur ses lèvres, non pas son habituel rictus condescendant, mais quelque chose de plus authentique, presque respectueux. « En effet, mademoiselle Mercier, vous avez gagné. » La foule explosa en acclamations. Des hommes qui n'avaient jamais adressé la parole à Élise venaient lui serrer la main ou lui taper dans le dos. Les femmes souriaient, fières de voir l'une des leurs réussir là où tant d'hommes avaient échoué. Mais Élise ne semblait pas prêter attention à cette soudaine popularité. Son regard était retourné vers Tonnerre qui, étonnamment, s'était approché de la barrière et l'observait avec ce qui ressemblait à de la curiosité. « Comment avez-vous fait ?» demanda Adrien, qui s'était approché sans qu'elle ne s'en aperçoive. Élise haussa légèrement les épaules. « Je l'ai écouté, c'est tout. » Adrien Beaumont sortit une liasse de billets de la poche intérieure de son gilet et les tendit à Élise. « 1000 €, comme promis, » dit-il en l'observant attentivement. « Vous les avez bien mérités. » Élise regarda l'argent un instant, puis secoua doucement la tête. « Je vous l'ai dit, monsieur Beaumont, ce n'est pas pour l'argent que j'ai fait ça. » Un murmure parcourut la foule. Refuser 1000 € était inconcevable pour la plupart des gens présents, et particulièrement pour la fille d'un éleveur modeste comme Henri Mercier. « Alors quoi ?» demanda Adrien, intrigué. « La gloire ? La satisfaction d'avoir prouvé que j'avais tort ? Non plus !» répondit Élise en se tournant vers Tonnerre qui, était approché de la barrière et n'avait pas quitté la jeune femme des yeux. « J'ai fait ça pour lui. »
Adrien suivit son regard, observant avec étonnement l'attitude inhabituelle de son étalon. Pour lui, « Il est malheureux », dit-elle simplement. « Et je pense que vous le savez. » Le visage d'Adrien se ferma instantanément. L'expression de respect qui s'y était brièvement affichée disparut, remplacée par le masque hautain qu'il portait habituellement. « Je ne crois pas avoir besoin de leçons sur le bien-être de mes propres chevaux, mademoiselle Mercier, » dit-il froidement. Tonnerre a le meilleur box de l'écurie, la meilleure nourriture, les meilleurs soins. Et pourtant, il est seul toute la journée, enfermé, sauf quand vous l'amenez ici pour ce spectacle. Elle ne haussa pas le ton, mais chacun de ses mots semblait porter plus de poids que le précédent. Un cheval comme lui a besoin d'espace, de liberté, de compagnie, pas d'une cage dorée. La tension entre eux était palpable. La foule, qui s'était progressivement dispersée après la fin du spectacle, s'était reformée, attirée par cette confrontation inattendue. « Und ma fille » intervint Henri en posant une main sur l'épaule d'Élise. « Je crois que nous avons suffisamment abusé du temps de Monsieur Beaumont. » Mais Adrien leva une main, l'interrompant. « Non, laissez. Votre fille a apparemment beaucoup à dire sur la façon dont je devrais gérer mon domaine. » Son ton était acide, mais il y avait autre chose dans son regard, une curiosité, peut-être même un défi. « Continuez, mademoiselle. » « Dites-moi donc comment un Beaumont devrait s'occuper de ses chevaux. » Élise ne se laissa pas intimider. « Je ne prétends pas vous dire comment gérer votre domaine, monsieur. Je parle simplement d'un cheval que je viens de monter et dont j'ai senti la frustration, la colère, mais aussi l'intelligence et la sensibilité. » Elle s'approcha de la barrière, tendant la main vers Tonnerre qui, à la surprise générale, avança son museau pour la renifler à nouveau. « Regardez-le, ce n'est pas un démon, ni une bête sauvage incontrôlable. C'est juste un cheval qui a besoin qu'on le comprenne. » Adrien observait cette scène avec une expression indéchiffrable. Il y avait quelque chose de presque douloureux dans son regard, comme si les paroles d'Élise avaient touché une corde sensible profondément enfouie. « Vous parlez comme elle, » murmura-t-il, si bas qu'Élise faillit ne pas l'entendre. « Pardon ?» Adrien sembla se ressaisir. « Rien. Vos théories sont intéressantes, mademoiselle Mercier. Mais j'y élève des chevaux depuis plus longtemps que vous n'êtes en vie. »« Je ne doute pas de votre expérience, » répondit Élise, « juste de votre approche. » Un silence pesant s'installa. La foule retenait son souffle, attendant l'explosion de colère du patriarche Beaumont. Même Henri semblait prêt à intervenir pour protéger sa fille de la fureur du vieil homme. Mais contre toute attente, Adrien éclata de rire. Un rire franc, presque libérateur, qui surprit tout le monde, y compris lui-même. « Bon sang, Henri, » dit-il en se tournant vers le père d'Élise, « vous avez élevé une fille qui n'a pas froid aux yeux. Elle me rappelle quelqu'un. » Son regard se perdit un instant dans le vague, puis il se reprit. « Mademoiselle Mercier, puisque vous semblez si préoccupée par le bien-être de mon étalon, que diriez-vous de venir au domaine demain ? Vous pourrez me montrer cette approche miraculeuse qui vous a permis de dompter l'indomptable. » Cette proposition inattendue provoqua un nouveau murmure parmi les spectateurs. Jamais auparavant, Adrien Beaumont n'avait invité quelqu'un à s'immiscer dans la gestion de ses chevaux, et certainement pas une jeune femme qui venait de remettre en question ses méthodes devant tout le village. Élise hésita, cherchant du regard l'approbation de son père. Henri semblait partagé, mais finit par hocher imperceptiblement la tête. « J'accepte, monsieur Beaumont, » dit-elle finalement. « À quelle heure souhaitez-vous que je vienne ? » « Disons 8 heures, et apportez vos affaires de équitation. Si vous pensez pouvoir faire mieux que moi avec Tonnerre, je suis curieux de voir ça. » Son ton était redevenu légèrement moqueur, mais il n'y avait plus cette condescendance blessante d'auparavant. C'était plutôt le défi d'un homme qui, pour la première fois depuis longtemps, se trouvait face à quelque chose ou quelqu'un
qu'il ne pouvait pas immédiatement dominer ou comprendre. « Très bien », acquiesça Élise. « Je serai là. » La foule commença finalement à se disperser pour de bon, mais les conversations animées témoignaient de l'événement extraordinaire auquel tous venaient d'assister. Ce n'était pas seulement le fait qu'une jeune femme ait réussi à dompter Tonnerre qui les fascinait, mais aussi cette confrontation entre Élise, fille d'un modeste éleveur, et Adrien Beaumont, l'homme le plus puissant de la région. Henri et Élise prirent le chemin du retour, marchant côte à côte sur le sentier qui menait à leur petite ferme située en contrebas du domaine des Beaumont. Pendant un long moment, ils gardèrent le silence, chacun perdu dans ses pensées. « Tu sais dans quoi tu t'engages ?» demanda finalement Henri, brisant le silence. Élise haussa les épaules. « Je sais que je peux aider ce cheval. » « Ce n'est pas le cheval qui m'inquiète, ma fille, c'est son propriétaire. » Henri s'arrêta, obligeant Élise à en faire autant. Adrien Beaumont n'est pas un homme ordinaire. Il peut se montrer généreux, mais aussi impitoyable, et il n'oublie jamais un affront. Je n'ai pas cherché à l'offenser, papa. J'ai juste dit ce que je pensais. Henri sourit tristement. C'est exactement ce qui m'inquiète. Les Beaumont n'aiment pas qu'on leur dise leurs 4 vérités, surtout pas devant témoins. Ils reprirent leur marche, passant près d'un vieux pommier en fleurs dont les pétales blancs volaient dans la brise printanière. « Il y a quelque chose d'autre qui te tracasse, » dit Élise, qui connaissait son père par cœur. « Qu'est-ce que c'est » Henri hésita. « Tu as remarqué ce qu'il a dit ? Vous parlez comme elle ?» Élise hocha la tête. « J'ai entendu. De qui parlait-il selon toi ? Je pense qu'il parlait de sa fille, Victoire. » Élise s'arrêta net. « Sa fille, je ne savais pas qu'il avait une fille. » Peu de gens s'en souviennent maintenant. Était il y a longtemps. Henri semblait choisir ses mots avec soin. Victoire était une cavalière exceptionnelle, peut-être la meilleure que j'ai jamais vue. Et elle avait une façon particulière de voir les chevaux, très similaire à la tienne. Que lui est-il arrivé ? Le visage d'Henri s'assombrit. Un accident d'équitation, quand elle avait à peu près ton âge. Elle montait un jeune étalon que son père venait d'acquérir, un cheval noir, fougueux, à peine dressé. Élise sentit un frisson parcourir son échine. Tonnerre ? Non, était avant lui, mais peut-être son père ou son grand-père. Les Beaumont ont toujours eu un faible pour les chevaux noirs. Ils atteignirent leur ferme alors que le soleil commençait à décliner, baignant les champs et les bâtiments d'une lumière dorée. Leur propriété était modeste comparée au domaine des Beaumont, mais elle était propre et bien entretenue. Une demi-douzaine de chevaux paissaient tranquillement dans le pré principal. « Élise, » dit Henri en s'arrêtant devant la porte de leur maison. « Je veux que tu me promettes d'être prudente demain. » Adrien peut sembler s'être adouci aujourd'hui, mais il reste un homme dangereux quand il est contrarié. « Je serai prudente, » promit-elle en embrassant son père sur la joue, « et je ne ferai rien pour le contrarier inutilement. » Henri sourit, mais son regard restait préoccupé. « J'aimerais pouvoir t'accompagner, mais tu as la ferme à gérer, je comprends. » Élise sourit. « Ne t'inquiète pas, papa. Je sais me débrouiller avec les chevaux. Et avec les hommes aussi, c'est bien ce qui m'inquiète, » marmonna Henri en entrant dans la maison. Cette nuit-là, Élise eut du mal à trouver le sommeil. Allongée dans son lit, elle revivait sans cesse les événements de la journée, la sensation de monter Tonnerre, la puissance brute de l'animal sous elle, mais aussi cette connexion étrange qu'elle avait ressentie. Comme si, d'une certaine façon, l'étalon l'avait testé plutôt que rejeté. Et puis il y avait Adrien Beaumont. Son arrogance, sa condescendance, mais aussi cette lueur qu'elle avait cru déceler dans son regard. Quelque chose qui ressemblait à de la douleur, à une vieille blessure, jamais vraiment guérie. « Vous parlez comme elle », avait-il dit. Comme Victoire, sa fille disparue, une cavalière exceptionnelle qui, comme Élise, voyait les chevaux différemment.
qu'est-ce que cela signifiait? Et pourquoi Adrien l'avait-il invité au domaine? Était-ce vraiment par curiosité pour ses méthodes? Ou y avait-il autre chose, quelque chose de plus personnel, de plus profond? Ces questions tournaient dans son esprit alors que le sommeil la gagnait enfin, emportant avec lui les dernières lueurs du jour. Demain serait un nouveau chapitre, et Élise Mercier, la fille de l'éleveur, franchirait les portes du domaine des Beaumont non pas comme une visiteuse ordinaire, mais comme celle qui avait accompli l'impossible. Dompter Tonnerre, l'étalon noir indomptable. Le domaine des Beaumont S éveillait à peine quand Élise franchit le grand portail en fer forgé, peu avant 8 heures. La rosée matinale scintillait sur l'herbe des vastes pelouses, et une brume légère flottait encore au-dessus des pâturages qui s'étendaient à perte de vue. Vêtue d'une simple chemise blanche, d'un pantalon d'équitation marron et de bottes usées mais bien entretenues, elle avançait d'un pas assuré sur l'allée de gravier, son cœur battant un peu plus vite qu'elle ne l'aurait souhaité. Le manoir lui-même était impressionnant. Une bâtisse de pierre blonde aux proportions harmonieuses, flanquée de 2 ailes plus récentes qui s'étendaient comme des bras accueillants. Des glycines centenaires grimpaient le long de la façade, leurs grappes mauves ajoutant une touche de couleur à l'austérité de la pierre. Alors qu'elle approchait de l'entrée principale, un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume impeccable, apparut sur le perron. « Mademoiselle Mercier, je présume ?» dit-il avec une politesse formelle. « Je suis Laurent, le majordome de Monsieur Beaumont. Il vous attend aux écuries. » Élise hocha la tête, soulagée de ne pas avoir à entrer dans le manoir lui-même. Elle se sentait beaucoup plus à l'aise parmi les chevaux que dans les salons feutrés des riches propriétaires. « Par ici, je vous prie », indiqua Laurent, en la guidant vers un chemin pavé qui contournait le manoir. Ils traversèrent un jardin à la française parfaitement entretenu, puis passèrent devant un potager où quelques jardiniers étaient déjà au travail. Au loin, Élise pouvait voir les écuries, un long bâtiment de pierre plus ancien que le manoir lui-même, avec une toiture d'ardoise et des portes en bois massif peintes en vert foncé. « Le domaine est magnifique », commenta-t-elle, impressionnée malgré elle par l'ampleur et la beauté des lieux. « La famille Beaumont est établie ici depuis 1756, répondit Laurent avec une fierté évidente. Le domaine s'est agrandi au fil des générations, mais certaines parties, comme les écuries, datent de l'origine. Ils arrivèrent devant l'entrée principale des écuries. L'odeur familière du foin, du cuir et des chevaux accueillit Élise, la mettant immédiatement plus à l'aise. L'intérieur était étonnamment lumineux grâce à de hautes fenêtres et à une verrière centrale qui baignait l'allée principale d'une lumière naturelle. Adrien Beaumont se tenait devant un box, en grande conversation avec un homme plus jeune que Élise supposa être le palefrenier en chef. Il portait une tenue d'équitation classique, culotte beige, bottes noires cirées et une veste de tweed qui, malgré sa simplicité apparente, criait le luxe par la qualité de sa coupe et de son tissu. « Ah, voilà notre dompteuse de démons !» s'exclama-t-il en apercevant Élise. Son ton était jovial, mais ses yeux restaient vigilants, calculateurs. « Ponctuel, j'apprécie. Venez, Tonnerre vous attend. » Il la conduisit le long de l'allée centrale, passant devant une vingtaine de boxes où des chevaux de race les observaient avec curiosité. Élise nota que chaque animal semblait en parfaite santé, le poil brillant, l'œil vif. Quoi qu'on puisse reprocher à Adrien Beaumont, il prenait manifestement soin de ses chevaux, du moins sur le plan physique. « Vous avez de beaux animaux, » dit-elle sincèrement. « Les meilleurs de Normandie, » répondit-il sans fausse modestie. « La lignée Beaumont est reconnue dans toute l'Europe. Nos chevaux ont gagné à Chantilly, à Deauville, même à Ascot. » Ils arrivèrent devant un box plus large que les autres, situé à l'extrémité de l'écurie. Une plaque en laiton sur la porte indiquait simplement « Tonnerre ». Contrairement aux autres chevaux qui, s'étaient approchés des portes de leur box à leur passage, étalon noir, se tenait au fond,
les observant avec ce qui ressemblait à de la méfiance. « Voilà notre star », dit Adrien en ouvrant la porte du box. « Il est de mauvaise humeur ce matin. Peut-être regrette-t-il de vous avoir laissé le monter hier. » Élise ne répondit pas à cette provocation subtile. Elle entra lentement dans le box, laissant à Tonnerre le temps de s'habituer à sa présence. Elle, Étalon, renifla l'air, ses oreilles pointant vers l'avant avec intérêt. « Bonjour toi », murmura-t-elle doucement. « Tu te souviens de moi ?» Adrien observait la scène depuis l'entrée du box, les bras croisés. « Alors, mademoiselle Mercier, expliquez-moi donc cette approche révolutionnaire qui vous a permis de rester sur son dos pendant 10 secondes. » Élise se tourna vers lui. « Ce n'est pas révolutionnaire, monsieur Beaumont. C'est juste une question de respect mutuel. » « Respect ?» Il haussa un sourcil. « C'est un animal, pas un associé en affaires. Les chevaux sont plus sensibles et intelligents que beaucoup ne le pensent, » répondit Élise en s'approchant doucement de Tonnerre. « Ils ressentent nos émotions, nos intentions. Si vous approchez un cheval avec peur ou avec l'intention de le dominer, il le sentira et réagira en conséquence. » À la surprise d'Adrien, Tonnerre avança de lui-même vers Élise, tendant son museau pour renifler ses cheveux. Elle resta parfaitement immobile, lui permettant de s'imprégner de son odeur, de s'assurer qu'elle n'était pas une menace. La plupart des cavaliers qui ont essayé de le monter l'ont abordé comme un défi à relever, un adversaire à vaincre, continua-t-elle. Je l'ai abordé comme un partenaire potentiel. Partenaire ? Répéta Adrien, mais son ton moqueur semblait forcé, comme s'il luttait contre une réflexion plus profonde. Et comment obtenez-vous l'obéissance d'un partenaire quand il décide de ne pas coopérer ? Élise caressa doucement l'encolure de Tonnerre, qui frémit sous son toucher, mais ne recula pas. L'obéissance véritable ne vient pas de la peur ou de la contrainte, mais de la confiance. Un cheval qui vous fait confiance vous suivra n'importe où, affrontera n'importe quel obstacle pour vous. Vous parlez comme un poète, pas comme un dresseur de chevaux, dit Adrien, mais il y avait moins de sarcasme dans sa voix qu'auparavant. Ma mère disait que pour comprendre les chevaux, il faut être un peu poète, répondit Élise avec un sourire nostalgique. Ou elle disait qu'ils sont des créatures de vent et de feu, et qu'on ne peut pas apprivoiser le vent ou le feu. On peut seulement danser avec eux. Une ombre passa sur le visage d'Adrien. Votre mère, elle n'est plus. Elle est morte quand j'avais 12 ans. Une pneumonie. Je suis désolé, dit-il, et pour une fois, il semblait sincère. C'est votre père qui vous a enseigné l'équitation, alors? Oui et non. Papa m'a appris les bases, mais c'est surtout en observant et en passant du temps avec les chevaux que j'ai développé ma propre approche. Tonnerre avait maintenant complètement accepté la présence d'Élise dans son box. Il se tenait tranquillement à côté d'elle, parfois poussant doucement son épaule de son museau, comme pour attirer son attention. Impressionnant, admit Adrien à contre-cœur. Mais une chose est de le calmer dans son box, une autre est de le monter. Hier, vous avez tenu 10 secondes, à peine. Un cavalier digne de ce nom doit pouvoir contrôler sa monture bien plus longtemps. Je ne cherche pas à le contrôler, corrigea Élise. Je cherche à communiquer avec lui. Et 10 secondes, était juste un début. Un éclair de défi passa dans les yeux d'Adrien. Prouvez-le. Élise hésita, puis hocha la tête. Très bien. Mais pas ici. Il a besoin d'espace, de liberté. Le paddock central, alors, suggéra Adrien. C'est le plus grand. Quelques minutes plus tard, ils se tenaient tous deux dans un vaste enclos circulaire, au sol recouvert de sable fin. Plusieurs employés du domaine S étaient, par hasard, trouvés des tâches à accomplir à proximité, curieux de voir si la jeune femme pourrait reproduire l'exploit de la veille. Tonnerre avait été amené sans licoune hybride, juste guidé par la voix douce d'Élise et sa présence à ses côtés.
Elle et Talon semblaient nerveux dans ce nouvel environnement, plus exposés, mais il restait près d'elle, comme s'il y trouvait une forme de sécurité. « Que comptez-vous faire exactement ?» demanda Adrien, qui s'était positionné contre la barrière, bras croisés. « D'abord, l'aider à se détendre, » répondit Élise en commençant à marcher lentement dans le paddock, Tonnerre la suivant comme son ombre. « Il est trop tendu, trop sur la défensive. Il a besoin de comprendre qu'il peut faire confiance. »« Il a été dressé par les meilleurs, » protesta Adrien. « Si c'est le résultat, c'est peut-être simplement sa nature. » Élise secoua la tête. « Les chevaux ne naissent pas méfiants ou agressifs. Ils apprennent à être. » Elle s'arrêta au centre du paddock et se tourna vers Tonnerre. Elle et Talon s'immobilisa face à elle, ses oreilles dressées, attentifs à ses moindres gestes. « Vous voyez comment il me regarde ?» dit-elle sans quitter l'animal des yeux. « Il attend, il essaie de comprendre ce que je veux de lui. Ce que je veux de mes chevaux, c'est qu'ils obéissent, » répliqua Adrien. « Et c'est peut-être là le problème, » murmura Élise, trop bas pour qu'il l'entende. Elle commença alors un exercice que sa mère lui avait enseigné des années auparavant. Se tenant immobile, elle ralentit délibérément sa respiration, se concentrant uniquement sur Tonnerre et sur l'espace entre eux. Peu à peu, l'étalon sembla se détendre également, son souffle devenant plus profond, plus régulier. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Adrien, intrigué malgré lui. « Je lui montre que je suis calme, donc qu'il n'y a pas de danger. » expliqua-t-elle sans rompre sa concentration. Les chevaux sont des animaux de proie. Leur instinct leur dit de fuir face à la tension ou à la peur. Si je reste calme, il comprend qu'il peut l'être aussi. Après plusieurs minutes de cet exercice silencieux, Élise commença à se déplacer lentement autour de Tonnerre, toujours sans le toucher, mais en maintenant une connexion invisible entre eux. Elle et Talon tournait sur lui-même pour la suivre du regard, parfois faisant un pas dans sa direction comme s'il ne voulait pas qu'elle s'éloigne. « Maintenant, » dit-elle enfin, « je vais le monter. Sans selle, sans bride, juste lui et moi. » Adrien semblait sur le point de protester, mais quelque chose dans l'assurance tranquille d'Élise le fit hésiter. « Soyez prudente, » dit-il finalement. « Il reste imprévisible. » Élise s'approcha du flanc de Tonnerre, lui parlant doucement, laissant sa main courir le long de son encolure brillante. Puis, d'un mouvement fluide, elle se hissa sur son dos. Les talons se raidit instantanément, mais ne fit aucun des mouvements violents qu'il avait exécutés la veille. Il restait immobile, comme s'il attendait de voir ce qu'elle allait faire ensuite. « Bon !» murmura Élise, se penchant légèrement pour parler à l'oreille du cheval. « Nous y voilà. Juste toi et moi. » Elle pressa légèrement ses mollets contre les flancs de Tonnerre et à la stupéfaction d'Adrien et des employés qui observaient, l'étalon commença à avancer tranquillement, faisant le tour du paddock à un pas mesuré. « C'est impossible !» souffla Adrien, les yeux écarquillés. « Ce cheval n'a jamais... » Il s'interrompit, comme frappé par un souvenir. Pendant un instant, ce n'était plus Élise qu'il voyait sur le dos de Tonnerre, mais une autre silhouette, plus jeune, avec les mêmes cheveux châtains flottant au vent, le même sourire confiant, la même grâce innée. « Victoire !» murmura-t-il, si bas que personne ne l'entendit. Élise guida Tonnerre autour du paddock avec une aisance qui contrastait radicalement avec les tentatives chaotiques des jours précédents. Sous elle, l'étalon noir ne semblait plus être la créature démoniaque qui avait terrorisé des cavaliers aguerris, mais un cheval noble et attentif. Ses oreilles bougeaient constamment, captant chaque murmure de Élise, chaque infime changement dans la pression de ses jambes. « Essayez un trot », lança Adrien, qui s'était ressaisi après son moment de faiblesse. Élise hocha la tête et, par une légère pression des mollets, encouragea Tonnerre à accélérer. L'étalon passa au trot sans résistance, sa foulée puissante mais contrôlée soulevant des nuages de poussière dans le paddock. Les palefreniers et autres employés qui étaient rassemblés autour de l'enclos
échangeaient des regards stupéfaits. Le contraste entre ce qu'ils voyaient maintenant et les démonstrations habituelles de Tonnerre était saisissant. « Maintenant, le galop », ordonna Adrien, un défi dans la voix. Élise hésita. Elle sentait que Tonnerre était plus détendu, mais un galop sans selle ni bride exigeait une confiance absolue entre le cheval et son cavalier. « Vous avez peur ?» demanda Adrien, un sourire provocateur aux lèvres. « Non », répondit-elle calmement. « Mais lui pourrait l'être. Nous y allons étape par étape. » Elle se pencha légèrement en avant, murmurant quelque chose à l'oreille de Tonnerre que personne d'autre ne put entendre. Puis, d'un léger coup de talon, elle l'encouragea à accélérer. Le passage du trot au galop fut si fluide qu'il semblait presque magique. Tonnerre S élança avec une puissance contrôlée, ses sabots martelant le sol en un rythme régulier. Élise se mouvait avec lui, son corps en parfaite harmonie avec celui de Elle et Talon, comme s'ils ne formaient qu'un seul être. « Mon Dieu !» souffla quelqu'un dans la foule des observateurs. Adrien restait silencieux, son visage un masque indéchiffrable. Mais ses yeux ne quittaient pas la jeune femme, suivant chacun de ses mouvements avec une intensité presque douloureuse. Après plusieurs tours de paddock au galop, Élise ramena progressivement Tonnerre au pas, puis s'arrêta au centre de l'enclos. Elle et Talon étaient à peine essoufflés, comme si cette démonstration n'avait été qu'un échauffement pour sa puissance légendaire. « Impressionnant !» concéda finalement Adrien lorsque Élise glissa gracieusement du dos de Tonnerre. Mais essai était un exercice contrôlé. Dans le monde réel, les chevaux font face à des situations imprévisibles, stressantes. Élise caressa l'encolure de Elle et Talon. C'est pourquoi la confiance est si importante. Un cheval qui vous fait confiance vous suivra même dans l'incertitude. Théorie intéressante, dit Adrien. Puis, se tournant vers l'un des palefreniers, « Pierre, apportez-moi un parasol !» Le jeune homme s'exécuta, revenant quelques instants plus tard, avec un grand parapluie noir. « Qu'allez-vous faire ?» demanda Élise, soudain méfiante. « Un test !» répondit simplement Adrien. « Les chevaux ont naturellement peur des objets qui s'ouvrent brusquement au-dessus d'eux. C'est instinctif. Ils y voient un prédateur qui fond sur eux. » Tonnerre a toujours été particulièrement nerveux à ce sujet. Avant qu'Élise ne puisse protester, Adrien ouvrit d'un coup sec le parasol. Le bruit fit sursauter plusieurs personnes présentes. Et le regard d'Élise se porta immédiatement sur Tonnerre, s'attendant à une réaction de panique. Mais l'étalon, bien que ses oreilles se soient dressées et que ses yeux se soient écarquillés, resta à côté d'Élise. Il tourna la tête vers le parasol, puis vers la jeune femme, comme pour évaluer sa réaction à elle. « Tout va bien », murmura-t-elle en caressant son encolure. « Ce n'est rien. » Adrien s'approcha, le parasol toujours ouvert, ses yeux fixés sur Tonnerre. À mesure qu'il avançait, les talons devenaient visiblement plus nerveux, piaffant et secouant la tête. « Monsieur Beaumont, » commença Élise, « je ne pense pas que... Il doit apprendre à faire face à ses peurs, » interrompit Adrien, continuant d'avancer. « Un cheval de sa valeur ne peut pas se permettre d'être effrayé par un simple parasol. » Tonnerre recula, ses naseaux dilatés, sa respiration de plus en plus rapide. Élise resta à ses côtés, une main posée fermement sur son flanc, lui parlant doucement. « Vous voyez ?» dit Adrien, triomphant. « Toute votre théorie sur la confiance s'effondre face à un simple. » Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Tonnerre, poussé au-delà de sa limite de tolérance, se cabra brusquement. Ses sabots avant fendirent l'air à quelques centimètres du visage d'Adrien qui recula précipitamment, laissant tomber le parasol. « Tonnerre, non !» cria Élise, s'interposant entre le étalon et le vieil homme. Et la surprise générale, l'animal s'immobilisa instantanément. Il tremblait, mais il obéit, ses yeux fixés sur Élise comme si elle était son seul point d'ancrage, dans un monde devenu soudain hostile. Un silence de mort s'abattit sur le paddock.
Les employés retenaient leur souffle, certains déjà à moitié passés par-dessus la barrière pour venir au secours de leur patron. Adrien Beaumont se releva lentement, époussetant sa veste d'un geste qui se voulait désinvolte. Mais Élise pouvait voir que ses mains tremblaient légèrement. « Il vous a écouté », dit-il enfin, sa voix étrangement calme. « Il était prêt à m'attaquer, mais un mot de vous l'a arrêté. Il a confiance en moi, » répondit simplement Élise. « Mais vous l'avez poussé trop loin, trop vite. » « Peut-être » Adrien ramassa le parasol tombé au sol. « Ou peut-être que j'ai simplement voulu voir jusqu'où allait cette confiance dont vous parlez tant. » Élise le regarda, stupéfaite. « Vous avez fait ça délibérément? Vous auriez pu être gravement blessé. »« J'ai connu pire, » dit-il avec un haussement d'épaules, qui ne parvint pas à dissimuler une grimace de douleur. « Et j'ai obtenu la réponse que je cherchais. » Il congédia les employés d'un geste, puis se tourna à nouveau vers Élise. « Ramenez Tonnerre à son box, puis rejoignez-moi à la terrasse. Nous avons à parler. » Sans attendre de réponse, il quitta le paddock, laissant Élise seule avec elle et Talon encore nerveux et une multitude de questions sans réponse. 20 minutes plus tard, après avoir ramené Tonnerre à son box et être assuré qu'il était calme, Élise se dirigea vers la terrasse du manoir. Était un large espace pavé de pierres blondes, ombragé par une pergola couverte de glycines en fleurs. Des meubles de jardin en fer forgé étaient disposés face au jardin à la française qui, étendait en contrebas. Adrien Beaumont était assis à une table, un verre à la main. À côté de lui se trouvait une femme élégante d'une quarantaine d'années que Élise n'avait pas encore rencontrée. « Ah, mademoiselle Mercier », dit Adrien en la voyant approcher. « Je vous présente Céline Duval, notre vétérinaire. Céline, voici Élise Mercier, la jeune femme dont je vous parlais. » La vétérinaire lui adressa un sourire chaleureux. « Enchantée, mademoiselle. Adrien m'a raconté votre exploit avec Tonnerre. C'est remarquable. »« Merci, » répondit Élise, un peu décontenancée par l'accueil cordial après l'incident du paddock. « Comment va-t-il ?»« Je viens de l'examiner, » dit Céline. « Il est parfaitement calme maintenant, ce qui est, en soi, assez extraordinaire après un tel stress. Asseyez-vous, je vous en prie, » invita Adrien, indiquant une chaise en face de lui. « Du thé? Un café? »« Un thé, merci, » accepta Élise, de plus en plus intriguée par ce changement d'attitude. Une domestique apparut comme par magie pour servir le thé, puis se retira discrètement. « Mademoiselle Mercier, » commença Adrien après un moment de silence, « je vous dois des excuses pour mon comportement au paddock. Était imprudent et, j'en conviens, quelque peu manipulateur. » Élise le regarda avec surprise. Ce N n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. « Mais, poursuivit-il, je devais être certain. »« Certain de quoi ?» demanda-t-elle. Adrien échangea un regard avec Céline, qui hocha imperceptiblement la tête. « Certain que vous n'étiez pas simplement chanceuse hier, répondit-il. Certain que vous possédiez réellement ce don que vous prétendez avoir. Ce n'est pas un don, protesta Élise. C'est simplement de la patience, de l'observation. Et ma fille disait exactement la même chose, l'interrompit Adrien, sa voix soudain plus douce, presque nostalgique. Un silence lourd de sens s'installa sur la terrasse. Le chant des oiseaux dans les jardins semblait soudain très lointain. « Votre fille » répéta Élise, choisissant ses mots avec soin. « Victoire ». Le visage d'Adrien se figea un instant, surpris que Élise connaisse le nom de sa fille. Puis son expression s'adoucit légèrement. « Votre père vous a parlé d'elle, » dit-il. Ce « N » n'était pas une question. Brièvement, admit Élise. Il m'a dit qu'elle était une excellente cavalière et qu'elle est décédée dans un accident. Adrien hocha lentement la tête, son regard se perdant dans les jardins en contrebas. Était il y a 12 ans. Victoire avait 20 ans, presque votre âge. Il prit une gorgée de sa boisson, du cognac, nota Élise, malgré l'heure matinale.
Elle était exceptionnelle, poursuivit-il, sa voix prenant une tonalité plus douce que Élise n'avait encore jamais entendue. Pas seulement comme cavalière, mais comme personne. Elle avait cette façon de voir le monde, de comprendre les êtres vivants, humains ou animaux, qui la rendaient unique. Céline, qui était restée silencieuse jusque-là, posa une main sur le bras d'Adrien dans un geste de réconfort. « Victoire était le âme de ce domaine », dit-elle à Élise. Elle illuminait chaque pièce où elle entrait. « Vous l'avez connue ?» demanda Élise. « J était une jeune vétérinaire fraîchement diplômée quand je suis arrivée ici », confirma Céline. Victoire m'a prise sous son aile, en quelque sorte. Elle connaissait les chevaux mieux que n'importe quel manuel vétérinaire. Adrien se leva soudainement. « Venez », dit-il à Élise. « Je veux vous montrer quelque chose. » Élise lança un regard interrogateur à Céline, qui lui fit un léger signe d'encouragement. Elle suivit donc Adrien à travers le manoir, notant au passage la richesse discrète des lieux. Parquets anciens cirés avec soin, tapisseries précieuses, meubles d'époque qui semblaient avoir été dans la famille depuis des générations. Ils arrivèrent devant une porte en chêne massif au 2e étage. Adrien hésita un instant, sa main sur la poignée, comme s'il reconsidérait sa décision. Puis, avec un soupir presque imperceptible, il ouvrit la porte. La pièce dans laquelle ils entrèrent était une chambre spacieuse, baignée de lumière naturelle, grâce à 2 grandes fenêtres donnant sur les écuries. Contrairement au reste du manoir, où dominaient les tons sombres et les boiseries anciennes, cette pièce était claire, presque lumineuse, avec des murs peints en bleu pâle et des rideaux blancs qui dansaient doucement dans la brise. Mais ce qui frappa immédiatement Élise, était à quel point la chambre semblait vivante, comme si sa propriétaire venait juste de sortir et pouvait revenir d'un instant à l'autre. Des livres étaient empilés sur une table de chevet, un châle était négligemment jeté sur le dossier d'une chaise, et sur le bureau près de la fenêtre se trouvaient des croquis de chevaux à différents stades d'achèvement. « La chambre de Victoire », dit Adrien, confirmant ce qu'Élise avait déjà deviné. « Je n'ai pas permis qu'on y touche depuis... » Il s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. Élise comprit soudain que sous le vernis d'arrogance et de confiance, cet homme portait une blessure qui n'avait jamais guéri. « Ces dessins sont magnifiques, » dit-elle doucement, s'approchant du bureau pour mieux voir les croquis. Elle avait un véritable talent, acquiesça Adrien. Pour l'art comme pour l'équitation, Élise parcourut la pièce du regard, notant les détails qui parlèrent de la personnalité de Victoire. Les étagères remplies de livres sur les chevaux, mais aussi de romans et de poésie. Les photographies encadrées montrant une jeune femme radieuse aux longs cheveux châtains, tantôt seule avec ses chevaux, tantôt avec ce qui semblait être des amis ou des membres de sa famille. Sur l'une des photos, Élise reconnut un Adrien plus jeune, souriant largement, son bras autour des épaules de sa fille. Il semblait une personne complètement différente, détendu, heureux, les yeux brillants de fierté. « Vous vous ressemblez beaucoup », observa Adrien, qui avait suivi son regard. Élise leva les yeux vers lui, surprise. « Vous trouvez ? Pas physiquement, bien que vous ayez toutes les deux les cheveux châtains et une certaine grâce naturelle, mais c'est surtout dans votre façon d'être avec les chevaux, cette patience, cette douceur ferme. » Il eut un sourire triste. « Quand je vous ai vu avec Tonnerre aujourd'hui, pendant un instant, j'ai cru... » Il s'interrompit à nouveau, détournant le regard comme pour dissimuler une émotion qu'il jugeait peut-être indigne de lui. Élise attendit qu'il retrouve sa composition, respectant son silence. Son regard tomba sur une autre photographie, plus petite, posée sur la table de chevet. Elle montrait Victoire montant un étalon noir qui ressemblait étrangement à Tonnerre, bien qu'il s'agisse clairement d'un cheval différent. « C était Ouragan », dit Adrien, remarquant son intérêt pour la photo. « Le père de Tonnerre, le cheval de l'accident », murmura Élise,
les pièces du puzzle commençant à s'assembler dans son esprit. Adrien hocha lentement la tête. Victoire l'adorait. Il était sauvage, imprévisible avec tout le monde, sauf avec elle. Ensemble, ils étaient magiques. Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. J'ai toujours cru que C était un cas unique, une connexion spéciale entre ma fille et cet animal particulier. Jusqu'à hier. Il se tourna pour faire face à Élise, la regardant droit dans les yeux. Quand je vous ai vu dompter Tonnerre, j'ai d'abord pensé à une coïncidence, un coup de chance. Mais aujourd'hui, ce que vous avez fait, c'était comme voir un fantôme. Je suis désolé, dit Élise, ne sachant pas quoi ajouter. Ne le soyez pas, répondit Adrien. C'est troublant, mais aussi étrangement réconfortant, comme si une partie de Victoire était revenue. Il secoua la tête, comme pour chasser cette pensée. Ce qui est absurde, bien sûr. Un silence s'installa entre eux, chargé de non-dits. Élise sentait qu'il y avait plus à cette histoire, des choses qu'Adrien N n'était pas encore prêt à partager. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle finalement. Avec Ouragan, je veux dire, le visage d'Adrien se durcit, ses traits se crispant comme sous l'effet d'une douleur physique. Un accident stupide. Ils s'entraînaient pour un concours, un parcours d'obstacles qu'ils avaient fait des dizaines de fois. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Un instant, tout allait bien, et l'instant d'après, il passa une main sur son visage. Ouragan a pris peur, s'est cabré, et Victoire a été projetée contre un obstacle. Elle est morte sur le coup. « Et Ouragan ?» demanda doucement Élise. Le regard d'Adrien s'assombrit davantage. « J'ai voulu le faire abattre », admit-il, une colère sourde dans la voix. J était fou de douleur, de rage, je le tenais pour responsable. Mais vous ne l'avez pas fait, devina Élise. Non, je n'ai pas pu. C était le cheval préféré de Victoire, la dernière chose qui me restait d'elle. Alors je l'ai gardé, isolé des autres, et puis j'ai découvert qu'Ouragan portait en lui une nouvelle vie. Sa compagne, Tempête, était pleine. Tonnerre, murmura Élise, comprenant enfin. Oui, confirma Adrien. Tonnerre est né 6 mois après la mort de Victoire, le portrait craché de son père, avec le même caractère impossible. J'ai essayé de le dresser normalement, mais il haussa les épaules. Disons qu'il a hérité de l'antipathie de son père pour moi. Qu'est-il arrivé à Ouragan ? Demanda Élise, bien qu'elle commençât à soupçonner la réponse. Il est mort l'hiver dernier. Vieillesse, selon Céline, dit Adrien. Puis, avec un rire sans joie, mais parfois, je me demande s'il n'a pas simplement décidé qu'il avait assez vécu sans elle. Élise fut touchée par cette confidence inattendue. L'image qu'elle était faite d'Adrien Beaumont, un propriétaire terrien arrogant et cruel, s'effritait pour révéler un homme brisé par le chagrin qui avait perdu la personne qui comptait le plus pour lui. Et maintenant, continua Adrien, se ressaisissant, vous apparaissez de nulle part, avec ce même don inexplicable. Vous pouvez comprendre pourquoi J était perturbé. Oui, dit simplement Élise. Je comprends. Adrien sembla sur le point d'ajouter quelque chose, mais fut interrompu par des coups frappés à la porte. Laurent, le majordome, apparut dans l'embrasure. « Pardonnez-moi, monsieur », dit-il avec une déférence polie. « Monsieur Mercier est arrivé. Il demande à voir sa fille. » Élise fut surprise. Son père, N, était pas du genre à faire des visites impromptues, surtout pas au domaine des Beaumont. « Faites-le monter », ordonna Adrien. Quelques instants plus tard, Henri Mercier apparut, l'air inquiet et légèrement mal à l'aise dans ce cadre luxueux. Son expression se détendit visiblement quand il aperçut sa fille, apparemment saine et sauve. « Papa », dit Élise en s'avançant vers lui. « Que fais-tu ici ?» On m'a dit, il s'interrompit, regardant alternativement Élise et Adrien. Des rumeurs circulent au village. On dit que tu as monté Tonnerre à nouveau, qu'il a failli attaquer Monsieur Beaumont. Les nouvelles vont vite, commenta Adrien avec un sourire sans chaleur.
Mais rassurez-vous, Henri, votre fille n'a jamais été en danger. En fait, c'est plutôt elle qui m'a sauvé. Henri observa la pièce dans laquelle il se trouvait, son regard s'attardant sur les photographies, les dessins, les objets personnels. Une compréhension soudaine se peignit sur son visage. « La chambre de Victoire », dit-il doucement. Puis, à Adrien, « Vous n'avez pas changé une seule chose. »« Vous êtes déjà venu ici ?» demanda Élise, surprise. Henri et Adrien échangèrent un regard lourd de sens. « Ton père et moi, nous connaissons depuis très longtemps, » expliqua Adrien, « bien avant ta naissance. »« N'est-ce pas, Henri ?» Le père d'Élise hocha lentement la tête, une ombre passant sur son visage. « Oui, et c'est précisément pourquoi je suis venu chercher ma fille aujourd'hui, parce que je sais comment cette histoire pourrait se terminer. » Un silence pesant s'abattit sur la chambre de Victoire. La lumière de midi, qui filtrait à travers les rideaux blancs, semblait soudain moins chaleureuse, comme si un nuage était passé devant le soleil. « Henri, » dit finalement Adrien, sa voix calme mais tendue, « vous dramatisez la situation. Votre fille n'est pas Victoire, et Tonnerre n'est pas Ouragan. »« Non, » admit Henri, « mais les similitudes sont frappantes. Vous ne pouvez pas le nier. » Élise regardait alternativement son père et Adrien, sentant qu'il y avait bien plus dans leur histoire commune que ce qu'ils laissaient paraître. « Quelqu'un va-t-il m'expliquer ce qui se passe réellement ici ?» demanda-t-elle finalement. « Visiblement, vous vous connaissez mieux que vous ne l'avez laissé entendre, et il y a quelque chose à propos de l'accident de Victoire que vous ne me dites pas. » Henri et Adrien échangèrent un regard, comme pour décider lequel des deux parlerait en premier. « Ton père et moi étions amis, » commença Adrien, surprenant Élise par cette révélation. « Dans une autre vie, pourrait-on dire, avant que les différences de classe sociale ne deviennent trop évidentes, » ajouta Henri, avec une pointe d'amertume. Adrien secoua la tête. « Ce n'est pas ce qui nous a séparés, Henri. Et vous le savez très bien, non ?» Le ton d'Henri était incrédule. « Alors qu'est-ce que c'est, était ? Votre père qui me considérait comme un domestique ? Ou peut-être votre incapacité à admettre que quelqu'un d'autre que vous puisse avoir raison ? » « Papa !» intervint Élise, choquée par l'agressivité inhabituelle dans la voix de son père. Adrien leva une main, comme pour apaiser la situation. « Non, laissez-le parler. Votre père a manifestement des choses à dire, des reproches qu'il garde depuis longtemps. »« Ce n'est pas le moment, » dit Henri, se reprenant visiblement. « Je suis venu chercher ma fille, pas remuer de vieilles querelles. Mais c'est lié, n'est-ce pas ?» insista Élise. « Ce qui s'est passé entre vous deux a quelque chose à voir avec l'accident de Victoire et avec votre inquiétude pour moi maintenant. » Un nouveau silence s'installa, plus lourd encore que le précédent. Henri semblait lutter intérieurement, ses mains se serrant et se desserrant nerveusement. « J'ai travaillé ici, » dit-il finalement. « Pendant presque 10 ans, J était le maître d'équitation du domaine Beaumont. » Cette révélation frappa Élise comme un coup physique. Son père ne lui avait jamais parlé de cette partie de sa vie. « C'est toi qui as appris à monter à Victoire ?» demanda-t-elle doucement. Henri hocha la tête. Dès qu'elle a été en âge de tenir en selle, elle avait un don naturel comme toi. Je n'ai jamais vu une enfant comprendre si instinctivement les chevaux. Henri était le meilleur instructeur que cette région ait connu, ajouta Adrien, une note de respect dans la voix. Il a fait de Victoire la cavalière exceptionnelle qu'elle était. Alors pourquoi es-tu parti ? Demanda Élise à son père. Que s'est-il passé ? Henri détourna le regard, fixant une photographie de Victoire sur le mur. « Un désaccord professionnel, dit-il finalement, à propos d'Ouragan. J'avais acheté ce cheval pour compléter notre programme des élevages, expliqua Adrien. Un étalon superbe, avec un pédigré impeccable, mais il était difficile, sauvage, dangereux, corrigea Henri. Je vous avais prévenu qu'il n'était pas adapté pour Victoire, qu'il était trop imprévisible. Et j'ai cru que vous parliez par jalousie, admit Adrien.
la culpabilité évidente dans sa voix, parce que Victoire avait réussi à établir une connexion avec Ouragan alors que vous n'y parveniez pas. « J'ai démissionné », continua Henri, « parce que je ne pouvais pas cautionner ce que je considérais comme un risque inutile. Mais Victoire était majeure et elle adorait ce cheval. Elle était convaincue qu'elle pouvait le comprendre, le dompter. « Comme moi avec Tonnerre », murmura Élise, comprenant enfin les craintes de son père. « Exactement comme toi », confirma Henri. « Et regarde comment ça s'est terminé. »« Ce haine n'était pas la faute d'Ouragan », intervint une voix depuis la porte. Céline était là, les bras croisés, son expression grave mais déterminée. « Mais ce n'était pas non plus la faute de Victoire, ni la vôtre, Henri, ni même la vôtre, Adrien. De quoi parlez-vous » demanda Adrien, fronçant les sourcils. Céline s'avança dans la pièce. « J'ai examiné Ouragan après l'accident. J'y étais jeune, à peine sorti de l'école vétérinaire. Mais même à l'époque, j'ai remarqué quelque chose de étrange. »« Étrange comment ?» demanda Élise. « Des marques, » répondit Céline. « Sur son flanc, près de la sangle, comme s'il avait été piqué par quelque chose. Sur le moment, j'ai pensé à un insecte, peut-être une guêpe, mais plus tard, quand j'ai eu plus d'expérience. » Elle hésita, regardant Adrien avec appréhension. « Continuez, » ordonna-t-il, son visage soudain très pâle. Les marques ressemblaient davantage à celles d'un aiguillon électrique. Un de ces dispositifs qu'on utilise parfois dans les rodéos ou les spectacles pour faire réagir les chevaux de façon plus spectaculaire. Vous suggérez que quelqu'un a délibérément effrayé Ouragan pendant que Victoire le montait ? La voix d'Adrien était à peine plus qu'un murmure horrifié. « Je n'en ai jamais eu la preuve, » admit Céline, « et je n'ai jamais voulu ajouter à votre douleur avec des suppositions. » « Mais oui, c'est ce que je pense. » Un frisson glacé parcourut l'échine de Élise. L'idée que la mort de Victoire n'était pas un accident, mais potentiellement un acte délibéré, donnait une dimension encore plus sinistre à toute cette histoire. « Qui aurait pu faire une chose pareille ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant son horreur. « Quelqu'un qui ne voulait pas que Victoire participe à ce concours, » suggéra doucement Céline. « Ou quelqu'un qui voulait nuire à la réputation des Beaumont. » Adrien S. était approché de la fenêtre, son regard fixé sur les écuries en contrebas. Ses épaules étaient tendues, sa posture rigide, comme s'il luttait pour maintenir son contrôle. « C'est pour ça que vous organisez ces paris avec Tonnerre ?» demanda soudainement Élise, une nouvelle compréhension se faisant jour. « Pour prouver qu'il est indomptable, que personne ne peut établir avec lui la connexion que Victoire avait avec Ouragan. » Adrien se tourna lentement vers elle, son visage marqué par des années de douleur enfin dévoilées. « Peut-être, » admit-il, « ou peut-être espérais-je secrètement que quelqu'un y parvienne un jour. Que quelqu'un me prouve que je n'étais pas fou de croire au don de ma fille. » Il regarda Henri, une vulnérabilité inhabituelle dans ses yeux. « Vous aviez raison à l'époque, j'aurais dû vous écouter. » Henri secoua la tête. « Si ce que dit Céline est vrai, même ma présence n'aurait pas pu empêcher ce qui est arrivé. » Élise sentait que quelque chose avait changé dans la dynamique entre ces trois personnes qui partageaient un passé si lourd. Une vieille blessure venait d'être rouverte, mais peut-être était-ce nécessaire pour qu'elle puisse enfin guérir proprement. « Et maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Qu'est-ce que tout cela signifie pour Tonnerre ? Pour moi ?» Le silence qui suivit la question d'Élise semblait contenir tout le poids des révélations des dernières minutes. Adrien fut le premier à le rompre, sa voix ayant perdu l'assurance autoritaire qui la caractérisait habituellement. « Ce que cela signifie, mademoiselle Mercier, c'est que la situation est plus complexe que je ne l'imaginais. » Il passa une main sur son visage fatigué. Si ce que Céline soupçonne est vrai, si la mort de Victoire n'était pas un accident, il ne termina pas sa phrase, mais l'implication était claire. Quelqu'un avait peut-être délibérément causé la mort de sa fille, et cette personne pourrait encore représenter une menace.
Vous pensez que je pourrais être en danger ?» demanda Élise, exprimant tout haut ce que chacun pensait tout bas. « Je ne sais pas, » admit Adrien, « mais je ne peux pas exclure cette possibilité. Pas après ce que nous venons d'apprendre. » Henri s'approcha de sa fille, posant une main protectrice sur son épaule. « Raison de plus pour rentrer à la maison, Élise. Nous n'avons rien à voir avec les problèmes des Beaumont. »« Ce n'est pas si simple, papa, » répondit-elle doucement. « J'ai établi un lien avec Tonnerre. Je ne peux pas simplement l'abandonner maintenant. »« Tonnerre est mon cheval, » intervint Adrien. « Vous n'avez aucune obligation envers lui. » Élise secoua la tête, déterminée. « Ce n'est pas une question d'obligation. C'est une question de responsabilité. Quand on crée un lien avec un animal comme celui-là, on ne peut pas simplement s'en détourner parce que la situation devient compliquée. » Céline sourit légèrement. Victoire aurait dit exactement la même chose. Adrien et Henri échangèrent un regard et quelque chose sembla passer entre eux. Une reconnaissance mutuelle, peut-être, que la jeune femme devant eux avait une force de caractère qu'ils ne pourraient pas facilement contrecarrer. « Très bien, » concéda finalement Adrien, « mais nous devons être prudents. Si quelqu'un a délibérément provoqué l'accident de Victoire, nous ne savons pas pourquoi, ni si cette personne pourrait s'en prendre à vous. Il faudrait comprendre ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, » dit Élise, son esprit analytique prenant le dessus sur elle, émotion, qui était présent, qui aurait pu avoir un motif. « Était il y a 12 ans, » rappela Henri. « Les souvenirs s'estompent, les preuves disparaissent. »« Pas toutes, » intervint Céline. « J'ai conservé des notes sur l'examen post-mortem d'Ouragan quand il est décédé l'hiver dernier. Je n'ai jamais pu me résoudre à les jeter, même si je pensais qu'elles ne serviraient plus jamais. Et j'ai tous les journaux de Victoire, » ajouta Adrien. Elle notait méticuleusement ses entraînements, ses observations sur les chevaux, ses interactions avec... Eh bien, avec tout le monde au domaine. Élise sentit une étincelle d'espoir. Ces documents pourraient contenir des indices, des détails auxquels personne n'avait prêté attention à l'époque. Possible, admit Adrien. Mais cela ne nous dit toujours pas quoi faire de votre lien avec Tonnerre. Élise réfléchit un moment, puis proposa « Et si je continuais à travailler avec lui, mais dans un cadre plus contrôlé ?» Pas de performance publique, pas d'annonce, juste Tonnerre et moi, avec quelqu'un de confiance pour nous surveiller. « Moi, » dit immédiatement Henri, « je ne laisserai pas ma fille seule ici, après ce que nous venons d'apprendre. » Adrien hocha lentement la tête. « Cela me semble raisonnable. En fait, » il hésita, puis se lança. « J'allais justement vous proposer quelque chose avant l'arrivée de votre père, mademoiselle Mercier. »« Un poste ici, au domaine. »« Un poste ?» répéta Élise, surprise. « D'assistante entraîneuse, pour commencer. Vous avez un don indéniable avec les chevaux, et pas seulement avec Tonnerre. Ce serait du gâchis de ne pas le cultiver. » Henri ouvrit la bouche pour protester, mais Élise posa une main sur son bras. « Quel genre d'arrangement exactement ? Vous viendriez quelques jours par semaine pour travailler spécifiquement avec Tonnerre, mais aussi avec d'autres chevaux qui pourraient bénéficier de votre approche. Vous seriez rémunéré, bien entendu. » Élise considéra l'offre. L'idée de travailler professionnellement avec des chevaux avait toujours été son rêve, mais les circonstances dans lesquelles cette opportunité se présentait étaient pour le moins troublantes. « Et ce serait une excellente couverture, » ajouta Céline, comprenant où Adrien voulait en venir. « Si quelqu'un surveille le domaine, votre présence régulière ne semblerait pas suspecte. »« Une couverture pourquoi exactement ?» demanda Henri, méfiant. « Pour notre enquête discrète, » expliqua Adrien. « Si nous voulons découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à Victoire, nous devons être subtils. Poser des questions ouvertement pourrait alerter le coupable, s'il est toujours parmi nous. »« Parmi nous ?» répéta Henri. « Vous pensez que c'est quelqu'un du domaine ?» Adrien soupira lourdement. « Je ne sais pas. Mais le jour de l'accident,
Seules des personnes liées au domaine étaient présentes, des employés, des membres de la famille, quelques amis proches. Si l'un d'eux est responsable, alors il ou elle pourrait encore être ici, en position de confiance, termina Élise, frissonnant malgré la chaleur de la pièce. Un silence pesant s'installa à nouveau, chacun considérant les implications de cette possibilité troublante. « Je pense que l'offre de M. Beaumont mérite réflexion, » dit finalement Élise, surprenant son père. « Mais j'ai besoin de temps pour y penser. »« Bien sûr, » acquiesça Adrien. « Prenez le temps qu'il vous faut, mais sachez que Tonnerre vous attend. » Ces derniers mots touchèrent Élise plus qu'elle ne l'aurait admis. L'idée que ce magnifique animal, si fier et pourtant si méfiant, puisse l'attendre, lui faisait ressentir une responsabilité profonde. « En attendant, » intervint Céline, « je vais rassembler mes notes et les journaux vétérinaires de l'époque. Peut-être y trouverons-nous des indices. Et j'examinerai les journaux de Victoire, » ajouta Adrien. « Il est temps que je les relise avec un regard neuf. » Henri semblait résigné, comprenant que sa fille avait déjà pris sa décision, même si elle ne l'avait pas encore annoncée officiellement. « Je suppose que nous reviendrons demain, alors, » dit-il avec un soupir, « pour que tu puisses au moins dire au revoir à Tonnerre avant de prendre ta décision finale. » Élise sourit à son père, reconnaissante pour sa compréhension, même réticente. « Merci, papa. » Alors qu'il se préparait à partir, Adrien s'approcha d'Henri, lui parlant assez bas pour que les autres ne puissent entendre. « Je sais que vous ne me faites pas confiance, Henri, et vous avez de bonnes raisons pour cela. Mais je vous promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger votre fille. » Henri le regarda longuement, cherchant dans les yeux de son ancien ami et employeur une sincérité qu'il n'avait pas vue depuis des années. « Ce n'est pas une promesse à faire à la légère, Adrien, pas après ce qui est arrivé à Victoire. »« Je le sais, » répondit Adrien, son regard ne vacillant pas. « Moi, c'est pourquoi je la fais. » Sur le chemin du retour vers leur ferme, Élise et Henri marchaient côte à côte dans le silence, chacun perdu dans ses pensées. Les révélations de la journée avaient ouvert de vieilles blessures, mais aussi peut-être la possibilité d'une guérison longuement différée. « Tu vas accepter, n'est-ce pas ?» demanda finalement Henri, rompant le silence alors qu'ils approchèrent de leur maison. Élise hocha lentement la tête. « Je crois que oui, pas seulement pour Tonnerre, mais aussi pour Victoire. Elle mérite que la vérité soit connue, tu ne penses pas ?» Henri soupira profondément. « La vérité peut être dangereuse, Élise, mais oui, elle le mérite. » Il regarda sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Tu lui ressembles tellement parfois, pas physiquement, mais dans ton esprit, ta détermination. » « Tu ne m'as jamais beaucoup parlé d'elle, » observa Élise. « Pourtant, tu l'as connue pendant des années. C était compliqué, admit Henri. J était son instructeur, mais aussi une sorte de figure paternelle quand Adrien était trop occupé par ses affaires. Et puis il y a eu ce désaccord à propos d'Ouragan, et je suis parti. Tu regrettes ?» Henri réfléchit un moment. « Je regrette d'avoir rompu les liens si complètement. Peut-être que si J était resté en contact, si j'avais été là ce jour-là, tu n'aurais peut-être rien pu faire, dit doucement Élise. Pas si quelqu'un était déterminé à lui faire du mal. Peut-être pas. Mais j'aurais au moins pu être là pour Adrien après. Il a changé après la mort de Victoire, tu sais. Il était différent avant, plus ouvert, plus chaleureux. Élise essaya d'imaginer un Adrien Beaumont chaleureux et ouvert, et eut du mal à réconcilier cette image avec l'homme austère et arrogant qu'elle connaissait. Pourtant, aujourd'hui, elle avait entrevu une autre facette de lui, celle d'un père endeuillé qui n'avait jamais vraiment surmonté la perte de sa fille. « Si j'accepte ce poste, » dit-elle lentement, « ce ne sera pas seulement pour les chevaux ou pour résoudre un mystère. Ce sera aussi une chance de guérir de vieilles blessures, celle d'Adrien, les tiennes, et peut-être même celle de Tonnerre. » Henri sourit tristement. « Tu as toujours eu le cœur trop grand, ma fille.
comme ta mère. Il s'arrêta un instant, puis ajouta, « Si tu choisis cette voie, je serai à tes côtés. Je ne te laisserai pas affronter cela seul. »« Merci, papa, » dit Élise, serrant brièvement sa main. Alors qu'ils franchissèrent la porte de leur modeste ferme, Élise jeta un dernier regard vers le domaine Beaumont qui se dressait au loin, majestueux et imposant dans la lumière déclinante du jour. Quelque part là-bas, Tonnerre l'attendait. Et quelque part, peut-être, se cachait la vérité sur la mort de Victoire, une vérité qui, une fois révélée, pourrait changer à jamais le destin de tous ceux impliqués. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Élise avait accepté le poste au domaine Beaumont. Elle battait son plein, baignant les prairies normandes d'une lumière dorée qui s'attardait jusqu'à tard dans la soirée. La routine S était installée avec une aisance surprenante. 3 jours par semaine, Élise se rendait au domaine pour travailler avec Tonnerre et d'autres chevaux qui bénéficiaient de son approche douce mais ferme. En ce mercredi matin particulièrement chaud, elle se trouvait dans le grand paddock avec Tonnerre, lui faisant exécuter des figures de dressage de base sans selle ni bride. Les talons noirs répondaient à ses indications les plus subtiles, un léger déplacement de poids, une pression infime du genou, comme s'il partageait un langage secret que personne d'autre ne pouvait comprendre. Adrien observait depuis la barrière, son expression oscillant entre l'admiration et la mélancolie. Ces dernières semaines, il avait progressivement abandonné son masque d'arrogance pour révéler un homme plus vulnérable, hanté par son passé, mais déterminé à trouver une forme de rédemption. « Elle est remarquable », dit une voix à côté de lui. Céline venait de les rejoindre, un dossier sous le bras. Sa connexion avec Tonnerre me rappelle tellement Victoire. « Oui », acquiesça doucement Adrien. Parfois, quand je les regarde ensemble, c'est comme si le temps s'était arrêté. « Avez-vous trouvé quelque chose dans les journaux de Victoire ?» demanda Céline. Le visage d'Adrien s'assombrit légèrement. Des fragments, des impressions. Elle mentionnait des tensions avec quelqu'un au domaine, mais jamais de nom précis. Juste des allusions à une personne qui n'approuvait pas ses méthodes ou qui surveillait ses entraînements avec désapprobation. Cela pourrait être n'importe qui, soupira Céline. À l'époque, les méthodes de Victoire avec Ouragan étaient controversées, même parmi vos employés les plus fidèles, comme celle de Élise aujourd'hui, observa Adrien. L'histoire a une façon troublante de se répéter. Dans le paddock, Élise mit fin à la séance, glissant avec grâce du dos de Tonnerre. Elle et Talon la suivit docilement jusqu'à la barrière, comme attachée à elle par un fil invisible. « Bonjour, Céline », salua-t-elle, remarquant la vétérinaire. « Vous avez apporté les dossiers dont vous parliez ?» Céline hocha la tête, tapotant le dossier qu'elle tenait. « Tous mes rapports concernant Ouragan, ainsi que mes notes personnelles. J'ai aussi retrouvé la liste des personnes présentes le jour de l'accident. »« Excellent, » dit Adrien. « Rentrons, nous serons plus à l'aise pour en discuter. » Élise caressa une dernière fois l'encolure de Tonnerre avant de le confier à Pierre, le palefrenier, qui attendait non loin. Le jeune homme, d'abord méfiant envers cette étrangère qui semblait avoir dompté l'indomptable, avait progressivement développé un respect évident pour les compétences d'Élise. « Je le rafraîchirai et lui donnerai une ration supplémentaire d'avoine, » promit-il. « Il a bien travaillé aujourd'hui. »« Merci, Pierre. » sourit Élise. « Et n'oublie pas de lui parler pendant que tu t'occupes de lui. »« Il aime ça. » Pierre acquiesça sérieusement, prenant Tonnerre par le licou avec une délicatesse nouvelle. Adrien les conduisit vers une partie du manoir que Élise n'avait pas encore explorée. Une bibliothèque lambrissée de bois sombre, aux murs couverts de livres reliés en cuir. Une grande table en acajou occupait le centre de la pièce, parfaite pour étaler des documents. C était le refuge de Victoire quand il pleuvait, expliqua Adrien, notant l'intérêt de Élise pour la pièce. Elle passait des heures ici, à étudier des traités d'équitation ou simplement à rêver en regardant la pluie tomber sur les jardins.
Il y avait une tendresse dans sa voix que Élise n'avait entendue que rarement. Ces dernières semaines, à mesure que leur collaboration se développait, Adrien S. était ouvert davantage, partageant des souvenirs de victoire, comme si chaque anecdote allégeait un peu le poids qu'il portait depuis 12 ans. Céline étala les documents sur la table, rapports vétérinaires, photographies, liste de noms. « Voici tout ce que j'ai pu rassembler », dit-elle. J'ai pris des notes détaillées sur l'état d'ouragan après l'accident, même si à l'époque, je pensais qu'elle ne servirait jamais. « Et cette liste ?» demanda Élise, pointant une feuille où s'alignaient une vingtaine de noms. « Toutes les personnes présentes ce jour-là, » expliqua Céline. « Personnel du domaine, amis, famille, juges du concours. J'ai marqué d'une croix ceux qui sont toujours liés au domaine aujourd'hui. » Élise parcourut la liste, reconnaissant certains noms. Pierre, Céline elle-même, Laurent le majordome, Marie la cuisinière et, à sa grande surprise, son propre père. « Papa était là ?» demanda-t-elle, surprise. Adrien et Céline échangèrent un regard embarrassé. « Je croyais que vous le saviez », dit finalement Adrien. Henri était venu assister au concours, malgré notre désaccord. Il se tenait à elle écart, mais Victoire l'avait aperçu et était allée lui parler juste avant sa performance. Élise sentit un pincement au cœur. Son père ne lui avait jamais mentionné ce détail, et elle se demandait pourquoi. Était-ce simplement trop douloureux ou y avait-il autre chose qu'il lui cachait? « Continuons, » dit-elle, mettant cette question de côté pour plus tard. « Ah, ces marques dont vous parliez, Céline, celles qui ressemblaient à un aiguillon électrique, pouvez-vous me les montrer ?» La vétérinaire sortit une photographie en noir et blanc, prise lors de l'autopsie d'Ouragan. « Ici, » dit-elle en pointant deux petites marques sur le flanc du cheval. « Au début, j'ai pensé à des piqûres d'insectes, mais elles étaient trop régulières, trop précises. » Élise examina attentivement la photo. Et personne d'autre n'a jamais vu ces marques. Le vétérinaire principal a à peine examiné Ouragan, expliqua Céline. Il s'est concentré sur Victoire, ce qui est compréhensible, et ensuite, elle hésita, regardant Adrien. Ensuite, j'ai ordonné qu'Ouragan soit isolé, termina Adrien, la culpabilité évidente dans sa voix. J était fou de chagrin, de colère. Je le tenais pour responsable. Mais vous ne l'avez pas fait abattre, observa doucement Élise. Non, quelque chose m'en a empêché. Peut-être le souvenir de Victoire, qu'il aimait tant. Un silence respectueux s'installa, chacun perdu dans ses pensées. Élise continuait d'examiner les documents, cherchant un détail, un indice qui pourrait éclairer ce mystère vieux de 12 ans. « Regardez », dit-elle soudain, pointant un nom sur la liste. « Philippe Dumas, ce nom m'est familier. » Adrien fronça les sourcils. Philippe était notre maître d'équipement à l'époque. Il préparait les selles, les brides, vérifiait tout le matériel avant les compétitions. Il a quitté le domaine peu après l'accident, ajouta Céline. Je crois qu'il est parti s'installer dans le sud. Non, dit lentement Élise, un souvenir émergeant dans son esprit. Il est revenu dans la région. Papa a mentionné son nom il y a quelques mois. Il travaille maintenant pour les Lefort, au haras des Trois Chênes. Les Lefort, le ton d'Adrien S. était durci. Ils ont toujours été nos principaux rivaux dans les concours régionaux. Et si, commença Élise, formulant son hypothèse avec précaution, et si Philippe avait été engagé par les Lefort pour saboter la performance de Victoire? Un concurrent en moins, et pas n'importe lequel, la fille prodige des Beaumont. Adrien et Céline la regardèrent avec stupéfaction. « C'est possible », admit lentement Adrien. Les Lefort ont toujours été ambitieux, parfois sans scrupules dans leur méthode. Mais causer délibérément un accident mortel, Céline semblait dubitative. C'est aller très loin, même pour eux. Peut-être ne voulait-il pas sa mort, suggéra Élise. Juste l'effrayer, la disqualifier, les choses ont pu dégénérer.
Un nouveau silence s'installa, plus lourd cette fois, alors qu'il considérait cette possibilité troublante. « Comment pourrions-nous le prouver après tout ce temps ?» demanda finalement Céline. « En parlant à Philippe, » répondit Élise. « Directement. » Adrien secoua la tête. « S'il est coupable, il niera tout. Et s'il travaille toujours pour les Lefort, il pourrait les alerter. Pas si nous sommes subtils, insista Élise. Je pourrais aller au haras des Trois Chênes, prétendre m'intéresser à leur méthode d'entraînement. Personne ne sait encore que je travaille ici. Cela pourrait fonctionner. C'est trop dangereux, protesta Adrien. Si Philippe ou les Lefort soupçonnent quelque chose, je ne serai pas seul, assura Élise. Ma papa pourrait m'accompagner. Cela paraîtrait naturel, un éleveur et sa fille visitant un haras réputé. Avant qu'Adrien ne puisse protester davantage, la porte de la bibliothèque s'ouvrit brusquement. Laurent se tenait là, l'air préoccupé. « Pardonnez-moi, monsieur, dit-il, mais il y a un problème aux écuries. Tonnerre semble agité. » Ils se précipitèrent tous les trois vers les écuries. Dès leur arrivée, ils entendirent les hennissements furieux de Tonnerre et le bruit de sabots frappant violemment contre les parois du box. Pierre était là, tentant en vain de calmer l'étalon à travers la porte du box, n'osant pas entrer tant l'animal semblait hors de lui. « Que s'est-il passé ?» demanda Élise, s'approchant rapidement. « Je ne sais pas, » répondit Pierre, visiblement secoué. « Je l'ai ramené comme vous me l'aviez demandé, je l'ai bouchonné, je lui ai parlé. Il était parfaitement calme. Puis je suis allé chercher son avoine, et quand je suis revenu, il était comme ça. » Élise s'approcha prudemment de la porte du box. À l'intérieur, Tonnerre tournait comme un lion en cage, ses yeux roulants de panique, ses naseaux dilatés. « Doucement, mon beau, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce qui t'a fait peur comme ça ?» Elle étalon sembla reconnaître sa voix. Il s'arrêta un instant, la fixant, avant de recommencer à tourner, mais avec moins de frénésie. « Je vais entrer, » décida Élise. « C'est de la folie, » protesta Adrien. « Il est dangereux dans cet état. Il me fait confiance, » répondit-elle simplement, et avant que quiconque puisse l'en empêcher, elle ouvrit la porte du box et se glissa à l'intérieur. Tonnerre s'immobilisa, ses oreilles pointées vers elle, son souffle rapide et bruyant. Élise resta parfaitement immobile, lui parlant doucement, continuellement, sa voix comme une ancre dans la tempête de peur qui semblait l'avoir saisie. Progressivement, elle étalon se calma. Ses oreilles se détendirent, sa respiration ralentit. Il fit un pas vers Élise, puis un autre, jusqu'à ce que son museau vienne toucher doucement sa main tendue. « C'est ça, » murmura-t-elle. « Tu vois, tout va bien ?» Elle commença à l'examiner délicatement, cherchant ce qui avait pu provoquer une telle panique. Ses mains couraient le long de son encolure, de son dos, de ses flancs, et c'est là qu'elle le sentit. Un léger renflement sous la peau, juste à l'endroit où la sangle aurait reposé si Tonnerre avait porté une selle. Exactement au même endroit que les marques trouvées sur Ouragan 12 ans plus tôt. Son sang se glaça dans ses veines. Elle jeta un regard vers la porte du box, où Adrien, Céline et Pierre observaient avec inquiétude. Quelqu'un, dans cette écurie, à ce moment précis ou juste avant, avait fait quelque chose à Tonnerre. Quelqu'un qui ne voulait pas que Élise continue à travailler avec elle les talons. Quelqu'un qui, peut-être, avait fait la même chose à Ouragan des années auparavant. Et cette personne était probablement en train de la regarder en ce moment même. Le cœur battant, Élise maintint un calme apparent tout en continuant à apaiser Tonnerre. Elle ne pouvait pas révéler sa découverte maintenant, pas quand le coupable était peut-être en train de l'observer. Elle, étalon, sensible à son état émotionnel, s'agita légèrement, sentant sa tension. « Oh, tout va bien », murmura-t-elle, autant pour lui que pour donner l'impression que tout était normal. Quelque chose l'a effrayé, mais il se calme maintenant. Céline s'approcha prudemment de la porte du box. « Je devrais peut-être l'examiner. »« Pas maintenant, » répondit Élise, une idée se formant dans son esprit. « Il est encore trop nerveux. Laissons-le se reposer un peu. Je vais rester avec lui quelques minutes. »
Adrien acquiesça. Très bien. Pierre, retourne à tes tâches. Laurent, assurez-vous que tout est en ordre dans le reste des écuries. Les deux hommes éloignèrent, laissant Élise seule avec Céline et Adrien. Il y a quelque chose que vous devriez voir, dit-elle à voix basse, faisant signe à Céline d'entrer dans le box. Sur son flanc, à l'endroit où la sangle reposerait, la vétérinaire s'approcha avec précaution, ses mains expertes palpant délicatement la zone qu'Élise lui indiquait. Son visage pâlit visiblement. « C'est une petite aiguille, » murmura-t-elle. « À peine visible, mais comme pour ouragan, » demanda Élise, confirmant ses soupçons. Céline hocha gravement la tête. « Presque identique. Que se passe-t-il » demanda Adrien depuis la porte du box, son visage reflétant une inquiétude croissante. Quelqu'un a essayé de faire la même chose à Tonnerre qu'à Ouragan, expliqua Élise à voix basse. Une aiguille, probablement reliée à un dispositif électrique. Heureusement, elle a dû se détacher avant d'être activée, ou bien Tonnerre a réagi plus violemment que prévu. Le visage d'Adrien se transforma, la douleur cédant place à une fureur froide. « Dans ma propre écurie », siffla-t-il. « Encore une fois, la question est « qui ?» dit Céline. « Et pourquoi maintenant ?»« Parce que Élise commence à poser trop de questions », répondit Adrien. « Parce que nous nous approchons de la vérité. » Un bruit de pas les fit tous sursauter. Henri Mercier apparut à l'entrée de l'écurie, son expression inquiète. « Élise, Laurent m'a dit qu'il y avait eu un incident avec Tonnerre. »« Papa !» s'exclama Élise, surprise. « Je ne t'attendais pas aujourd'hui. J'ai apporté ces vieux registres que tu m'avais demandés, » expliqua-t-il, montrant une boîte en carton qu'il portait. « Et ceux de l'époque où je travaillais ici. » Adrien regarda son ancien ami avec une intensité nouvelle. « Vous tombez à point nommé, Henri. Nous venons de découvrir que quelqu'un a tenté de saboter Tonnerre, exactement comme cela a été fait avec Ouragan il y a 12 ans. » Henri pâlit visiblement. « Mon Dieu, Élise, tu n'es pas blessée ?»« Non, je vais bien, » le rassura-t-elle. « Mais nous devons découvrir qui a fait ça, et vite. » Ils se rassemblèrent dans un coin isolé de l'écurie, parlant à voix basse pour ne pas être entendus. « Réfléchissons, » dit Élise. « Qui savait que nous enquêtions sur la mort de Victoire? Qui aurait pu se sentir menacé? » « Uniquement les personnes présentes dans la bibliothèque tout à l'heure, » répondit Adrien. « Vous, moi, Céline. »« Et Laurent, » ajouta Céline. « Il est entré pour nous prévenir au sujet de Tonnerre. »« Laurent ?» Henri semblait sceptique. « Il est au service des Beaumont depuis plus de 30 ans, ce qui lui donne un accès illimité à tout le domaine, » observa Élise. « Et il était présent le jour de l'accident de Victoire. » « Mais quel serait son motif ?» demanda Céline. Laurent adorait Victoire. Un silence pensif s'installa, chacun essayant de démêler cet écheveau complexe de secrets et de mensonges. « Et si ce haine n'était pas directement lié à Victoire ?» suggéra finalement Élise. « Et si C était lié à Ouragan lui-même, ou à sa lignée ?» Adrien fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?»« Papa, » dit Élise, se tournant vers Henri. Tu as dit que tu avais mis en garde Adrien contre l'achat d'Ouragan. Pourquoi exactement? Henri hésita, comme s'il pesait ses mots. Parce que son comportement était erratique, imprévisible. J'ai toujours pensé qu'il avait été maltraité avant d'arriver ici. Ou drogué, ajouta Céline, une nouvelle compréhension se dessinant sur son visage. J'ai toujours trouvé étrange qu'un cheval de sa qualité soit vendu à un prix relativement bas. Qui était le vendeur? Demanda Élise, sentant qu'ils approchèrent d'une révélation cruciale. Un intermédiaire, répondit Adrien. Mais elle, élevage d'origine, était... Les trois chênes, termina Henri, le Harad et le Lefort. Un silence stupéfait s'abattit sur le groupe. Les Lefort, murmura Adrien. Ils nous ont vendu Ouragan,
sachant qu'il était instable. Puis ils ont envoyé Philippe pour s'assurer qu'il reste ainsi, peut-être même pour aggraver son état lors des compétitions. Et quand Victoire a commencé à stabiliser Ouragan, à le comprendre, commença Élise. Ils ont paniqué, conclut Henri. Si Victoire réussissait à dompter Ouragan, leur stratagème serait révélé. Pire encore, les Beaumont auraient un étalon exceptionnel pour leur programme d'élevage. Mais causer délibérément un accident mortel, Céline semblait encore dubitative. Peut-être n'était-ce pas censé être mortel, suggéra Élise. Peut-être voulait-il juste discréditer Victoire, prouver qu'Ouragan était réellement incontrôlable. Et maintenant, dit lentement Adrien, l'histoire se répète avec Tonnerre. Quelqu'un essaie de s'assurer qu'il reste indomptable, qu'il ne puisse pas être utilisé pour lait, élevage. Quelqu'un qui travaille toujours pour les Lefort, conclut Henri. Quelqu'un qui a accès à ce domaine. Comme pour confirmer leurs soupçons, un bruit métallique retentit à l'autre bout de l'écurie, suivi du son d'une porte qui se refermait doucement. On nous écoutait, chuchota Élise, alarmée. Adrien fit signe aux autres de rester silencieux, puis se dirigea prudemment vers la source du bruit. Les autres le suivirent à distance, Élise restant près de Tonnerre pour le protéger. Ils trouvèrent une porte latérale de l'écurie entr'ouverte, menant vers l'extérieur. Au loin, une silhouette éloignait rapidement vers le bosquet qui bordait la propriété. « C'est Pierre » murmura Céline, reconnaissant la démarche du jeune palefrenier. « Pierre » Élise était abasourdie, mais il semblait si dévoué. « Dévoué au Lefort » corrigea Adrien, son visage durci par la colère. « Il faut l'arrêter avant qu'il ne quitte la propriété. » Mais Henri posa une main sur son bras. « Attendez, si nous l'arrêtons maintenant, nous n'aurons que des soupçons, pas de preuves, et nous n'aurons pas confirmé l'implication des Lefort. » « Alors que proposez-vous » demanda Adrien, impatient. « Suivons-le » suggéra Henri. « Voyons où il va, à qui il parle. Je viens avec vous » décida Élise. « Non » dirent Adrien et Henri simultanément. « Tu restes ici avec Tonnerre » insista Henri. « C'est toi qu'il protège le mieux. Si Pierre a des complices, les talons pourraient encore être en danger. » Élise voulut protester, mais elle comprit la logique de cet argument. D'accord. Mais soyez prudents. Adrien et Henri partirent ensemble, une alliance improbable, reformée par les circonstances. Céline resta avec Élise, retirant délicatement l'aiguille du flanc de Tonnerre et l'examinant sous toutes ses coutures. « C'est sophistiqué » commenta-t-elle. « Un mécanisme à retardement, probablement pour que Pierre puisse établir un alibi. »« Pauvre Tonnerre » murmura Élise, caressant l'encolure de l'étalon. Comme son père, utilisé comme un pion dans un jeu cruel. Les heures passèrent avec une lenteur insupportable. Élise restait auprès de Tonnerre, lui parlant doucement, renforçant leur lien qui semblait se solidifier chaque jour davantage. Le soleil commençait à décliner lorsqu'enfin des voix et des pas se firent entendre à l'entrée principale des écuries. Adrien et Henri revenaient, mais ils n'étaient pas seuls. Entre eux marchait Pierre, tête baissée, encadré par 2 gendarmes en uniforme. Derrière eux suivait un homme élégant d'une 50aine d'années que Élise n'avait jamais vu. « Élise » dit Adrien, son visage reflétant un mélange de satisfaction et de épuisement. « Je te présente le capitaine Moreau de la gendarmerie. Et voici Monsieur Gustave Lefort. » Gustave Lefort, le patriarche de la famille rivale, avait l'air d'un homme qui vient de voir s'effondrer son monde. « Mademoiselle, dit-il avec une raideur forcée, je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères. Je vous assure que je n'avais aucune connaissance des actions de mon employé. »« Ex-employé », corrigea le capitaine Moreau. Monsieur Lefort a déjà accepté de coopérer pleinement avec notre enquête. Pierre, l'air misérable, évitait le regard de tous. « Je suis désolé, » marmonna-t-il. « Je ne voulais pas, je ne savais pas que Victoire mourrait. Que s'est-il passé ?»
demanda Élise à son père. « Nous avons suivi Pierre jusqu'aux Trois Chênes, expliqua Henri. Il est allé directement voir Philippe Dumas, qui travaille toujours là-bas. Nous avons entendu toute leur conversation, comment Pierre avait été recruté pour surveiller Tonnerre, comment il devait s'assurer que personne ne parvienne à le réhabiliter. Et surtout, ajouta Adrien, nous avons entendu Philippe admettre son rôle dans l'accident de Victoire. Le capitaine Moreau et ses hommes, que j'avais alertés avant notre départ, ont tout enregistré. Philippe a été immédiatement arrêté, continua le capitaine Moreau. Et il a rapidement impliqué Monsieur Lefort-Père, le précédent propriétaire du haras, maintenant retraité, dans le complot initial. Mon père, dit Gustave Lefort, visiblement secoué, a apparemment orchestré toute cette affaire. Vendre Ouragan au Beaumont, puis saboter systématiquement ses performances pour discréditer leur élevage. Quand Victoire a commencé à obtenir des résultats, il a paniqué. Et maintenant, l'histoire se répétait avec Tonnerre, conclut Élise. Avec votre arrivée et vos méthodes peu conventionnelles, acquiesça Gustave, Pierre a rapporté que Tonnerre devenait de plus en plus stable, contrôlable. Mon père, bien que retiré des affaires, a donné l'ordre d'intervenir. J'y étais totalement ignorant de tout cela, je vous le jure. Le capitaine Moreau fit un signe à ses hommes qui commencèrent à emmener Pierre. « Nous aurons besoin de vos dépositions à tous, dit-il. Mais cela peut attendre demain. L'enquête sur la mort de mademoiselle Beaumont sera officiellement rouverte. » Après leur départ, un silence étrange s'installa dans l'écurie. Tonnerre, comme s'il sentait que quelque chose d'important venait de se produire, s'approcha de la porte de son box, observant les humains avec une curiosité tranquille. « Alors c'est fini », dit finalement Élise. « Après toutes ces années, la vérité est révélée. Pas entièrement finie, corrigea doucement Adrien. Il y aura des procédures judiciaires, des témoignages. Mais oui, l'essentiel est là. Nous savons enfin ce qui est arrivé à Victoire. » Henri s'approcha de son ancien ami, hésitant un instant avant de poser une main sur son épaule. « Je suis désolé, Adrien. J'aurais dû insister davantage à l'époque, être plus présent après. Et j'aurais dû vous écouter, répondit Adrien, la voix rauque d'émotion. Et au lieu de ça, j'ai laissé ma fierté et mon chagrin nous séparer. Certaines blessures prennent plus de temps à guérir que d'autres, dit Henri. Mais elles finissent par guérir. Élise s'approcha de Tonnerre, qui tendit son museau vers elle avec une confiance absolue. Et maintenant, qu'advient-il de lui? Adrien regarda elle et Talon Noir, puis la jeune femme qui avait accompli ce que beaucoup croyaient impossible. « Il est à vous, dit-il simplement. »« Quoi ?» Élise se tourna vers lui, stupéfaite. « Vous l'avez compris comme personne depuis Victoire, » expliqua Adrien. « Vous lui avez donné ce dont il avait désespérément besoin, confiance, patience, respect. Je ne peux pas imaginer meilleur gardien pour lui. Mais il vaut une fortune, protesta Élise. Et votre programme d'élevage, nous pouvons discuter d'arrangement, sourit Adrien, une expression que peu de gens avaient vue ces 12 dernières années. Peut-être que le fils de Tonnerre naîtra un jour dans votre ferme, mais viendra compléter notre lignée ici. Henri regardait la scène avec un mélange de fierté et de émerveillement. Sa fille avait non seulement résolu un mystère vieux de 12 ans, mais elle avait aussi, d'une certaine façon, guéri une blessure qui avait affecté bien plus de vies que celle de Victoire. « Et votre poste reste ouvert, bien sûr, » ajouta Adrien. « Si vous souhaitez continuer à travailler ici, nous avons beaucoup à apprendre de vos méthodes. » Élise sourit, touchée par cette reconnaissance. « J'accepte. À condition que mon père puisse aussi revenir quand il le souhaite. » Adrien regarda Henri, une question silencieuse dans ses yeux. Henri hocha lentement la tête. « Les écuries Beaumont m'ont manqué, » admit-il. Plus que je ne voulais l'admettre. Dehors,
le soleil couchant baignait le domaine d'une lumière dorée, promesse d'un nouveau jour. Tonnerre hennit doucement, comme pour approuver ses arrangements, et Élise ne put s'empêcher de sourire. Un mois plus tard, par une magnifique journée de fin d'été, les curieux qui passaient près du domaine Beaumont pouvaient voir un spectacle étonnant. Un puissant étalon noir galopant librement dans le grand pré. Une jeune femme sur son dos, sans selle ni bride, leurs mouvements si parfaitement synchronisés qu'ils semblaient ne faire qu'un. Sur la barrière, deux hommes observaient, l'un le fier propriétaire du domaine, l'autre un éleveur modeste dont l'expertise était enfin reconnue à sa juste valeur. Entre eux, les années de silence et de ressentiment étaient dissipées comme la brume matinale sous le soleil. Et si l'on regardait attentivement, on aurait presque pu voir une troisième silhouette, translucide dans la lumière dorée, celle d'une jeune femme aux longs cheveux châtains, souriant avec fierté et approbation, enfin en paix. Car parfois, les chevaux ne sont pas les seuls êtres qui ont besoin d'être domptés. Parfois, ce sont nos propres démons, la peur, la colère, le chagrin, qui attendent qu'une âme courageuse leur fasse face et leur murmure « Je te comprends, tu n'es plus seul ». Dans le grand pré du domaine Beaumont, Élise Mercier avait non seulement dompté l'indomptable Tonnerre, mais elle avait aussi, sans le savoir, libéré les âmes prisonnières du passé. Et pour cela, aucun prix, aucune somme d'argent, aucune gloire ne pouvait égaler la simple joie de galoper librement sous le ciel normand, le vent dans les cheveux et le cœur enfin en paix.